Il était connu comme le propriétaire terrien le plus austère de toute la région, un homme qui n'avait pas souri depuis 7 ans et dont la seule présence suffisait à faire baisser les yeux aux plus courageux. Mais lorsque cette femme arriva au domaine par un après-midi de mars, quelque chose qui était mort en lui commença à s'éveiller. Et le jour où elle finit par s'effondrer et pleurer sur son épaule, Théodore Vasseur comprit qu'il avait passé 7 ans à survivre, et non à vivre. Pouvez-vous imaginer porter une douleur si profonde qu'elle transforme votre cœur en pierre? Pouvez-vous imaginer avoir peur de ressentir à nouveau, parce que la dernière fois que vous avez aimé, le destin vous a tout arraché si brutalement que vous avez juré de ne plus jamais ouvrir cette porte? Mais que se passerait-il si le destin envoyait quelqu'un d'aussi brisé que vous, quelqu'un qui comprendrait le langage du silence et de la douleur sans avoir besoin de mots? Cette histoire s'est déroulée dans l'arrière-pays de la Provence, au tournant de l'année 1908, à une époque où les vignobles dictaient encore le rythme de la vie et où les cœurs blessés se cachaient derrière un travail acharné et de longs silences. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Écrivez votre ville et votre pays. Je veux savoir jusqu'où ces histoires d'amour véritables parviennent. Et si vous aimez, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire émouvante. Maintenant, continuons, car cette histoire va toucher votre cœur. Le domaine Sainte-Hélène était niché entre des collines ondulantes, couvertes de vignes, qui ressemblaient à une mer verte ondulant sous le Mistral. La grande maison de maître, construite en pierre de taille, imposante avec ses hautes fenêtres et sa large terrasse, avait plus de 50 ans et portait des histoires dans chaque mur. Mais au cours des 7 dernières années, cette maison était devenue plus silencieuse qu'un cimetière. Les rires qui résonnaient autrefois dans les couloirs étaient morts avec Hélène Vasseur par une froide nuit de juin 1901. Théodore n'avait que 32 ans lorsqu'il perdit sa femme. Hélène en avait 28 et était enceinte de 8 mois de leur premier enfant. L'accouchement commença à l'aube, compliqué dès le premier instant. La sage-femme appela le médecin du village, qui chevaucha 3 heures sous une pluie torrentielle, mais à son arrivée, il était déjà trop tard. L'enfant était mort-né, et Hélène se vida de son sang jusqu'à n'avoir plus de vie à donner. Théodore lui tint la main jusqu'au dernier soupir, sentit l'étreinte des doigts faibles se défaire, vit la lumière s'éteindre dans ses yeux noisettes qui avaient été sa joie pendant 6 ans de mariage. Ils enterrèrent la mère et l'enfant ensemble, dans un seul cercueil, dans le petit cimetière privé du domaine, sous un olivier centenaire. Théodore ne pleura pas à l'enterrement. Il ne pleura pas les jours suivants. Il cessa simplement de ressentir. Quelque chose en lui durcit comme de l'argile séchée au soleil. Il continua à travailler, gérant le vignoble avec une efficacité implacable, mais la sévérité qui n'était auparavant qu'une fermeté de caractère se transforma en quelque chose de plus froid, de plus distant. Les ouvriers commencèrent à le craindre. Théodore n'avait jamais été un homme très souriant, mais il avait l'habitude d'être juste et même aimable quand il le fallait. Après Hélène, l'amabilité disparut. Il exigeait la perfection, ne tolérait aucune erreur, payait bien mais réclamait chaque centime de travail. Sa voix n'avait jamais besoin de s'élever. Son regard perçant suffisait pour que quiconque se courbe. Grand, les épaules larges de celui qui portait des caisses de raisin depuis l'enfance, les mains grandes et calleuses, les cheveux noirs commençant à grisonner aux tempes, Théodore Vasseur, à 39 ans, était une figure qui imposait un respect immédiat. Madame Félicie, la gouvernante qui travaillait au domaine depuis 30 ans et avait aidé à élever Théodore depuis qu'il était garçon, était la seule qui osait encore le contredire de temps à autre. Elle avait assisté à son mariage avec Hélène, avait vu l'amour véritable fleurir entre ces deux-là, et voyait maintenant le patron qu'elle aimait comme un fils se transformer en l'ombre d'un homme. Par un matin de mars 1908, Madame Félicie entra dans le bureau où Théodore révisait les livres de comptes du domaine. Le soleil était encore bas, mais il était réveillé depuis des heures, comme toujours. Il dormait peu, travaillait trop, mangeait juste le nécessaire.
Il vivait comme s'il purgeait une peine. Madame Félicie s'éclaircit légèrement la voix avant de parler. « Monsieur Théodore, nous devons parler de la cuisine, » dit-elle de cette voix ferme, de celle qui connaissait son tempérament. Josette a prévenu qu'elle partait. Sa sœur à Avignon est devenue veuve et a besoin d'aide avec la boutique. Elle part la semaine prochaine. Théodore ne leva même pas les yeux du livre de comptes. « Alors engagez-en une autre, » répondit-il avec indifférence. « Vous savez faire cela sans me déranger. » Félicie croisa les bras, un geste qu'il connaissait bien et qui signifiait qu'elle n'allait pas abandonner facilement. « J'ai déjà cherché. Les filles du village ont soit des engagements, soit peur de travailler ici, » dit-elle sans détour. « Vous avez la réputation d'un patron difficile, au cas où vous ne le sauriez pas. » Théodore leva enfin le regard, ses yeux sombres, qui semblaient voir à travers les gens. « Je suis juste. Je paie bien. Si elles ont peur du travail honnête, c'est leur problème. » Félicie soupira. « Ce n'est pas la peur du travail, Théodore, c'est la peur du silence de cette maison. C'est la peur de vos manières. Vous êtes devenu une pierre et les gens le sentent. » Il reporta son attention sur le livre de comptes, signalant que la conversation était close. « Alors, trouvez quelqu'un qui ne soit pas peureux. J'ai besoin d'une cuisinière, pas d'une amie. » Ce fut exactement cet après-midi-là qu'Amélie Fontaine arriva au village de Saint-Rémy-des-Cèdres, une petite bourgade de 300 âmes qui servait de relais commercial pour les domaines de la région. Elle descendit de la charrette d'un marchand qui avait accepté de la conduire depuis la ville de Valence, à 3 jours de voyage. Elle était couverte de la poussière de la route. Sa robe simple en coton gris, marquée par le temps, un petit baluchon de tissu contenant tout ce qu'elle possédait au monde. Amélie avait 32 ans, mais la souffrance avait marqué son visage d'une manière qui la faisait paraître à la fois plus vieille et plus jeune, plus vieille dans les yeux, qui portaient une tristesse profonde et la connaissance des douleurs. Plus jeune dans la peau encore lisse, dans les cheveux châtain foncé retenus en un chignon simple, dans les mains qui, bien que calleuses par le travail, gardaient encore une certaine délicatesse. Elle était belle d'une manière discrète, de celle que seul celui qui observe vraiment remarque. Elle n'avait pas la beauté scandaleuse qui attire l'attention dans les bals, mais la beauté tranquille d'une aube, d'une fleur sauvage, de quelque chose de naturel et de vrai. Elle remercia le marchand pour le trajet et resta immobile sur la place centrale du village, observant les alentours. La petite église aux murs de pierre, quelques commerces, l'épicerie de M. Camille, le presbytère. Ce n'était pas très différent du village où elle avait grandi dans la vallée du Rhône, avant que la crue d'il y a 2 mois n'emporte tout. Amélie avait perdu son mari, Joachim, 3 ans plus tôt, dans un éboulement à la carrière où il travaillait. Le mariage avait été arrangé par les familles quand elle n'avait que 18 ans, et Joachim, bien que pourvoyeur correct, était un homme contrôlant et au tempérament difficile. Elle avait appris à marcher en silence, à ne pas le contrarier, à garder la maison impeccable et le repas toujours prêt. Quand il mourut, Amélie ressentit un soulagement mêlé de culpabilité pour avoir ressenti ce soulagement. Elle retourna vivre avec sa sœur cadette, Lucie, qui avait 2 jeunes enfants et un mari travaillant dans une autre carrière. Puis vint l'inondation. Le Rhône monta de façon violente après une semaine de pluies incessantes. L'eau emporta maison, culture, vie. Lucie et sa famille réussirent à fuir à temps, mais perdirent tout. Ils décidèrent de partir pour Lyon tenter une nouvelle vie chez des parents éloignés. Amélie ne voulut pas y aller. Elle ne voulait pas être un poids, ne voulait pas dépendre de la charité de gens qu'elle connaissait à peine. Elle décida qu'il était temps de recommencer seule, ailleurs, où personne ne connaîtrait son histoire. Elle avait entendu parler de Saint-Rémy-des-Cèdres, par un colporteur passé par la région inondée, offrant de l'aide. Il avait dit que c'était un village tranquille, avec de grands domaines viticoles qui avaient toujours besoin d'employés, surtout de femmes pour le travail domestique. Amélie était une excellente cuisinière, ayant appris avec sa mère qui avait été cuisinière pour une famille riche avant de se marier. Elle savait tout faire,
de la cuisine simple de tous les jours aux plats élaborés pour les grandes occasions. Elle avait la main pour le pain, les pâtisseries, les conserves. S'il y avait une chose en laquelle elle pouvait avoir confiance, c'était son talent au fourneau. Elle marcha jusqu'à l'épicerie de M. Camille, un petit établissement qui vendait de tout, des tissus aux outils, de la farine à la poudre. Le propriétaire, un homme ventru d'une 50aine d'années, avec une moustache épaisse, était derrière le comptoir, en train de rouler du tabac. « Bonjour » dit Amélie d'une voix calme. « Je cherche du travail comme cuisinière. Sauriez-vous me dire si un domaine de la région en a besoin ?» Monsieur Camille l'observa de haut en bas, avec curiosité, mais sans malice. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? D'où venez-vous? »« De la vallée du Rhône. J'ai tout perdu dans la crue. »« Je recommence à zéro, » expliqua-t-elle sans entrer dans les détails. « Je suis bonne cuisinière, je travaille dur, je ne crée pas d'ennui. » Le commerçant se gratta le menton, pensif. « Écoutez, il y a le domaine Sainte-Hélène qui a toujours besoin de monde. C'est le plus grand de la région, appartenant à M. Théodore Vasseur. Il paie bien, mais le patron est un homme difficile. Veuf depuis environ 7 ans, il est devenu très sévère après la perte de sa femme. Il ne maltraite personne, mais il n'est pas commode non plus. » Amélie acquiesça. « Je n'ai pas besoin que ce soit commode. J'ai besoin d'un travail honnête et d'un endroit où loger. » Monsieur Camille sembla apprécier la réponse. « Alors allez-y. C'est à 1 lieue d'ici, la route qui monte la colline. Demandez Madame Félicie, c'est la gouvernante. Dites que je vous envoie. Camille de l'épicerie. » Amélie remercia et suivit la route indiquée. Le soleil commençait déjà à décliner quand elle aperçut le domaine Sainte-Hélène. La maison de maître se dressait imposante au sommet d'une élévation douce, entourée de vignes interminables. Un portail en fer forgé bien entretenu, une grande cour en terre battue, de vastes chais pour stocker le vin, les logements des ouvriers, les écuries, les porcheries, les poulaillers. C'était une grande exploitation, à la prospérité évidente. Elle sonna la cloche au portail. Un jeune garçon, probablement fils d'ouvrier, apparut et demanda ce qu'elle désirait. Amélie expliqua qu'elle venait chercher du travail comme cuisinière et demandait à parler à Madame Félicie. Le garçon la conduisit jusqu'à l'arrière de la grande maison, où se trouvait la vaste cuisine, avec une énorme cuisinière à bois, une longue table de travail, des étagères remplies de casseroles en fonte et en cuivre. Madame Félicie supervisait Josette, la cuisinière qui était encore là dans la préparation du dîner. C'était une femme robuste d'une 60aine d'années, cheveux gris tirés en un chignon serré, yeux perspicaces qui ne perdaient aucun détail. Quand elle vit Amélie debout à la porte, elle redressa sa posture. « Que désirez-vous, mademoiselle ?» Amélie répéta sa demande, mentionnant que M. Camille de l'épicerie l'avait envoyée. Madame Félicie l'observa avec attention, remarquant la posture droite malgré la fatigue évidente, les mains calleuses de celle qui travaille, la façon calme et respectueuse de parler. « Vous avez de l'expérience? D'où venez-vous » Amélie raconta brièvement, sans dramatiser. Elle parla de sa mère qui avait été cuisinière, de comment elle avait appris depuis toute petite, du travail qu'elle faisait pour compléter les revenus quand son mari était vivant. Elle ne mentionna pas que son mariage avait été difficile, ne mentionna pas le soulagement coupable qu'elle avait ressenti en devenant veuve. Elle s'en tint aux faits nécessaires. Madame Félicie écouta tout avec attention. « Vous savez faire le pain, les pâtisseries, la cuisine pour beaucoup de monde ?»« Je sais tout faire. Pain, brioche, biscuits, tartes aux fruits, confiture, cuisine simple et cuisine fine. Ma mère cuisinait pour une famille riche à Valence. Elle m'a tout appris. » La gouvernante sembla satisfaite. « Le travail ici est lourd. Le patron déjeune à midi pile, dîne à 19h pile, petit déjeuner à 6h. Il ne tolère pas le retard, ne tolère pas l'erreur. Il paie 60 francs par mois, nourriture et chambre incluse. La chambre est petite mais propre, à l'arrière de la maison. Cela vous intéresse? 60 francs était un bon salaire, au-dessus de la moyenne. » Amélie acquiesça. « Oui, cela m'intéresse, madame. Alors vous commencez demain.
Josette reste jusqu'à la fin de la semaine pour vous enseigner la routine et les goûts du patron. C'est un homme de peu de mots, mais quand il parle, vous écoutez et obéissez. Il n'est pas du genre à maltraiter qui que ce soit, mais il n'a pas non plus de patience pour la paresse ou la négligence. Compris? Compris, dit Amélie avec fermeté. Félicie lui montra la petite chambre simple à l'arrière de la maison, à côté du cellier. Elle était vraiment petite, juste un lit étroit, une vieille commode, une chaise, une petite fenêtre donnant sur l'arrière-cour. Mais c'était propre. Le matelas était ferme. Il y avait des draps lavés. Pour qui avait dormi dans une charrette ces dernières nuits, c'était un palais. Amélie posa son baluchon sur la commode et retourna à la cuisine. Madame Félicie avait déjà prévenu Josette au sujet de la nouvelle cuisinière, et la femme, d'une quarantaine d'années et d'allure pratique, commença immédiatement à expliquer la routine. Elle parla des horaires rigides, des goûts du patron, de comment il aimait le café fort, le pain toujours frais, le ragoût assaisonné mais pas piquant, la viande bien cuite. Elle dit aussi qu'il mangeait peu, en silence, et ne faisait jamais de compliments. Si la nourriture était bonne, il mangeait simplement. Si elle était mauvaise, il ne mangeait tout simplement pas et vous compreniez que vous aviez échoué. « Et il vient à la cuisine ?» demanda Amélie tout en aidant à émincer les oignons pour le dîner. Josette secoua la tête. « Jamais. Il mange dans la salle à manger, seul. J'apporte la nourriture, je sers et je sors. Il n'aime pas la conversation pendant les repas. En fait, il n'aime pas la conversation tout court. » Amélie absorba tout en silence. Elle était habituée aux hommes au tempérament difficile. Joachim avait été ainsi, quoique différemment. Joachim était explosif, criait, cassait des choses quand il était contrarié. Ce Théodore Vasseur semblait être du genre à la sévérité froide, silencieuse, ce qui d'une certaine manière était pire, car on ne savait jamais ce qu'il pensait. Le dîner, ce soir-là, fut servi ponctuellement à 19 heures. Amélie observa de loin Josette porter le plateau avec le pot-au-feu, les légumes et le pain vers la salle à manger. Elle revint 15 minutes plus tard, le plateau avec les assiettes vides. « Il a tout mangé, » dit simplement Josette. « Il est de bonne humeur, ou le plus proche de cela qu'il puisse atteindre. » Amélie dormit d'un sommeil de plomb cette première nuit, épuisée par le voyage, mais se réveilla avant l'aube au chant des coqs. Elle se leva, se lava le visage dans la bassine d'eau froide, attacha ses cheveux en chignon, enfila l'autre robe qu'elle possédait, celle-ci en coton bleu délavé. Quand elle arriva à la cuisine, le feu était déjà allumé et Josette commençait à préparer le petit déjeuner. « Aujourd'hui tu observes, demain tu fais, » dit Josette. Les jours suivants furent d'un apprentissage intense. Amélie absorbait tout comme une éponge, mémorisant chaque détail de la routine, chaque préférence, chaque astuce de la cuisine. Elle avait la main sûre et apprenait vite, et Josette s'en aperçut. « Tu vas t'en sortir ici, » dit la femme plus âgée lors de son dernier jour. « Ne prends juste pas à cœur la froideur du patron. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste un homme qui a trop souffert et a oublié comment être humain. » Au 7e jour, Josette partit, et Amélie assuma complètement la cuisine. Ce fut alors qu'elle vit Théodore Vasseur pour la première fois. C'était un samedi matin, elle préparait le café quand elle entendit des pas fermes dans le couloir. Elle se retourna et il était là, debout à l'entrée de la cuisine, grand, imposant, l'observant avec ses yeux sombres qui semblaient tout évaluer. « Vous êtes la nouvelle cuisinière, dit-il. » Ce n'était pas une question, c'était un constat. « Oui, monsieur. Amélie Fontaine, » répondit-elle en soutenant son regard, chose que peu de gens faisaient avec lui. Théodore sembla le remarquer. La plupart baissaient les yeux immédiatement. Cette femme le regardait avec calme, sans défi, mais aussi sans peur. Il y avait quelque chose en elle, dans sa posture droite, dans sa manière tranquille, qui éveilla sa curiosité contre sa volonté. « Madame Félicie dit que vous êtes compétente. J'espère que c'est vrai. Je ne tolère pas le gaspillage et je ne tolère pas le laisser aller, dit-il d'une voix grave et ferme. Vous n'aurez aucune raison de vous plaindre, monsieur,
répondit Amélie avec simplicité. Il acquiesça une fois et se retira. Amélie relâcha l'air qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait. C'était donc lui, le veuf sévère, le propriétaire au cœur de pierre. Elle avait vu beaucoup de tristesse déguisée en sévérité dans ses yeux, mais ce n'était pas son problème. Elle était là pour travailler, pas pour comprendre les patrons compliqués. Les premiers jours furent un ajustement silencieux. Amélie se levait à 5 heures du matin, allumait le feu, préparait le café fort comme il l'aimait, mettait le pain à cuire. Théodore descendait à 6 heures pile, prenait son café seul dans la salle à manger et sortait inspecter le travail dans les vignes. Il revenait à midi, déjeunait en silence, se reposait 1 heure et retournait au travail jusqu'à la tombée de la nuit. Il dînait à 19 heures, lisait du courrier dans son bureau jusqu'à 21 heures et montait dans sa chambre. Une routine rigide, prévisible, solitaire. Amélie maintenait la cuisine impeccable, la nourriture toujours ponctuelle et bien faite. Théodore ne commentait jamais rien, mais les plats revenaient propres. Elle interprétait cela comme une approbation. Madame Félicie confirmait. « Si ce n'était pas bon, vous le sauriez déjà », disait la gouvernante. Mais quelque chose commença à se produire sans qu'aucun des deux ne s'en aperçoive au début. Théodore commença à prêter attention à de petits détails. L'odeur de cannelle dans l'air quand Amélie faisait des sablés. La façon soigneuse dont elle arrangeait les fleurs sauvages dans un pichet dans le salon. Le son bas de sa voix quand elle conversait avec Madame Félicie. La lumière de la cuisine allumée tard le soir quand elle préparait de la confiture de lait pour le petit déjeuner suivant. Et Amélie, de son côté, commença à l'observer aussi. Elle remarqua qu'il mangeait toujours moins le dimanche. Elle remarqua qu'il évitait de passer par le couloir où se trouvait un portrait encadré d'une jolie femme aux cheveux clairs, certainement Hélène. Elle remarqua qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement, comme s'il fuyait quelque chose. Elle remarqua qu'il ne recevait jamais de visite, n'allait jamais aux fêtes du village, vivait dans un isolement auto-imposé. 1 mois après l'arrivée d'Amélie, eut lieu la première véritable conversation entre eux. Il était tard dans la nuit. Amélie était à la cuisine, terminant de préparer des biscuits secs pour le lendemain matin quand Théodore entra. Elle sursauta légèrement. Elle ne s'attendait pas à le voir à cette heure. Il serait normalement déjà dans son bureau ou dans sa chambre. « Excusez-moi de déranger. Je suis venu chercher de l'eau, » dit-il, un geste inhabituel. Il y avait une carafe d'eau toujours disponible dans la salle à manger. « Vous ne dérangez pas, monsieur. Laissez-moi vous servir. » offrit Amélie, s'essuyant les mains sur son tablier. Mais Théodore s'était déjà servi. Il resta là, debout, tenant le verre, l'observant travailler. « Vous faites cela tous les soirs. Vous restez jusqu'à tard à préparer des choses, cela dépend de ce qui doit être fait. Les sablés sont meilleurs s'ils reposent toute la nuit avant de cuire, » expliqua-t-elle simplement, sans s'arrêter de travailler. Il but l'eau en silence. « Vous cuisinez bien ? Mieux que Josette, » dit-il soudainement. Amélie leva les yeux, surprise. C'était la première fois qu'il commentait quelque chose de positif. « Merci, monsieur. D'où avez-vous dit que vous veniez déjà ?» demanda-t-il, et il y avait une curiosité sincère dans sa voix. « De la vallée du Rhône, j'ai tout perdu dans la crue de février. Je suis venu recommencer ici, » raconta-t-elle en gardant un ton neutre. Théodore hocha la tête lentement. « Recommencer est difficile, oui, mais parfois c'est nécessaire, » répondit-elle, et il y avait quelque chose dans la façon dont elle le dit qui fit que Théodore la regarda avec plus d'attention. « Vous êtes veuve, » dit-il, et à nouveau, ce n'était pas une question. Madame Félicie le lui avait raconté, depuis 3 ans. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui connaissaient intimement le poids de la perte et n'avaient pas besoin de faire semblant de l'ignorer. Il posa le verre sur l'évier. « Bonne nuit, » dit Théodore, et il sortit. Amélie resta immobile un long moment, les mains encore dans la pâte à biscuits. Quelque chose avait changé dans cette brève conversation, une fissure minuscule dans la muraille qu'ils maintenaient tous deux autour d'eux-mêmes. Les jours suivants apportèrent d'autres petits changements.
Théodore commença à apparaître à la cuisine de temps en temps, toujours avec une excuse. Chercher de l'eau, demander ce qu'il y avait pour le dîner, prévenir qu'il aurait la visite du notaire et aurait besoin d'un déjeuner pour deux. Mais Amélie percevait qu'il s'attardait un peu plus que nécessaire, l'observait travailler, posait parfois une question banale sur un plat. Et elle, qui avait appris à lire les silences dans son mariage difficile avec Joachim, percevait que Théodore était seul d'une manière qui allait au-delà du veuvage. Il s'était isolé si complètement qu'il avait oublié comment se connecter avec un autre être humain. Un après-midi d'avril, des semaines après l'arrivée d'Amélie, il se passa quelque chose qui força une plus grande proximité entre eux. Un orage violent s'abattit sur la région sans prévenir, du genre qui apparaît vite dans les collines. Théodore était dans les vignes les plus éloignées quand la tempête commença. Il revint trempé jusqu'aux os, tremblant de froid, mais essayant obstinément de continuer à travailler. Madame Félicie l'intercepta sous le porche. « Théodore Vasseur, vous allez prendre un bain chaud et changer ses vêtements maintenant, ou je vous traîne moi-même par l'oreille, comme je le faisais quand vous aviez 10 ans, dit-elle avec une sévérité maternelle. Il grommela, mais obéit. Quand il descendit 1 heure plus tard, avec des vêtements secs mais tremblant encore légèrement, Amélie avait déjà préparé un bouillon de poule chaud et une tisane de gingembre au miel. Elle plaça tout sur un plateau et l'apporta dans la salle à manger, où il était assis près de la cheminée que Félicie avait allumée. « Vous devez manger quelque chose de chaud, » dit Amélie, en posant le plateau sur la table. « Le bouillon de poule est bon pour chasser le froid du corps. » Théodore regarda le bol fumant, puis elle. « Vous n'aviez pas besoin de vous donner cette peine. Ce n'est pas une peine. C'est ma fonction, répondit-elle, mais il y avait une véritable gentillesse dans la façon dont elle le dit, pas seulement une obligation. Il commença à manger. Le bouillon était parfait, riche, la volaille tendre, l'assaisonnement juste. La chaleur descendit dans son corps comme un réconfort liquide. « Asseyez-vous un peu, dit-il soudain, indiquant la chaise proche. « Je n'aime pas manger avec des gens debout qui me regardent. » Amélie hésita mais obéit. Elle s'assit au bord de la chaise, les mains croisées sur ses genoux. Le feu crépitait dans la cheminée. La pluie tambourinait sur les vitres. La grande salle, normalement froide et silencieuse, semblait presque accueillante à ce moment-là. « Cet orage me rappelle cette nuit-là, » dit soudain Théodore, la voix basse. « La nuit où Hélène est morte. Il pleuvait comme ça, torrentiellement. Le médecin a failli ne pas arriver à temps. Non que cela ait fait une différence. » Amélie resta silencieuse, se contentant d'écouter. Elle n'offrit pas de paroles vides de consolation, ne dit pas que tout avait été la volonté de Dieu ou qu'il devait aller de l'avant. Elle écouta simplement. Il continua, les mots sortant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Elle était tellement enthousiaste pour le bébé. Elle avait brodé des langes, fait des petits vêtements, préparé la chambre. Elle avait tant de projets. Et en une nuit, tout s'est fini. Elle est partie, le bébé est parti. Et je suis resté là, sans comprendre pourquoi. Je suis désolé, dit Amélie avec simplicité. Et il y avait une vérité absolue dans ces 3 mots. Théodore la regarda. Et vous? Comment cela a-t-il été de perdre votre mari? Amélie choisit ses mots avec soin. Mon mariage n'était pas comme le vôtre. Joachim était un bon pourvoyeur, mais c'était un homme difficile. Quand il est mort, j'ai ressenti du soulagement, et ensuite j'ai ressenti de la culpabilité pour avoir ressenti du soulagement. Ce n'est pas la même chose que ce que vous avez ressenti, mais c'est une perte tout de même, dit Théodore, et il y avait une compréhension sans jugement dans sa voix. Oui, c'est une perte tout de même. Ils restèrent assis là pendant que l'orage rugissait dehors, 2 survivants de naufrages différents, trouvant une terre ferme momentanée dans la compagnie silencieuse l'un de l'autre. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose, une connexion fragile, commençant à se former entre 2 personnes qui avaient oublié comment se connecter. Quand la pluie diminua enfin et qu'Amélie se leva pour retourner à la cuisine, Théodore dit quelque chose qui la surprit. « Merci. Pas seulement pour le bouillon, pour avoir écouté. »
Elle acquiesça et sortit, le cœur battant d'une façon étrange dans sa poitrine. Quelque chose changeait, et elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou avoir de l'espoir. Les jours qui suivirent apportèrent des changements subtils, mais perceptibles. Théodore ne redevint pas l'homme fermé d'avant. Il ne se transforma pas miraculeusement en une personne joyeuse et expansive, mais les conversations à la cuisine devinrent plus fréquentes. Il commença à prendre son petit déjeuner un peu plus lentement, commentant parfois le temps, le travail, posant des questions sur les recettes qu'elle préparait, et Amélie découvrit qu'elle aimait ces moments. Elle aimait la façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait, comme si ses mots importaient. Elle aimait comment il ne la traitait jamais comme une inférieure parce qu'elle était employée, mais avec un respect sincère. Elle aimait observer de petits détails chez lui, comme la façon dont il passait la main dans ses cheveux quand il réfléchissait, comment ses yeux s'adoucissaient légèrement quand il goûtait quelque chose de particulièrement bon, comment ses mains grandes et fortes maniaient la tasse de café avec un soin inattendu. Mais alors, un après-midi de fin avril, arriva la charrette avec la nouvelle qui allait détruire le fragile équilibre qu'Amélie était en train de construire. Un messager apporta une lettre de sa sœur Lucie. Amélie lut les mots 1, 2, 3 fois, essayant de leur donner un sens. Lucie était morte, la fièvre typhoïde rapide et brutale. En 10 jours, elle était morte. Le mari, anéanti, avait envoyé les 2 jeunes enfants dans un orphelinat à Lyon, incapable de s'occuper d'eux seuls. La lettre venait de lui, brève et désespérée, demandant à Amélie d'aller chercher les enfants si elle le pouvait, si elle le voulait, parce qu'il ne parviendrait pas à être père sans la mère. Amélie termina de lire la lettre dans la cuisine vide. Ses mains tremblaient en tenant le papier. Lucie. Sa sœur cadette, la seule famille qui lui restait, la petite fille qu'elle avait aidé à élever quand leur mère était morte. Morte, et elle n'avait même pas été là. Elle n'avait même pas pu lui dire adieu. La douleur vint comme une vague géante, brisant toutes les défenses qu'elle avait construites. Amélie s'assit sur le banc de bois près de la cuisinière et commença à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs délicats et silencieux. C'étaient des pleurs de douleur profonde, de perte accumulée, de fatigue de porter trop de poids depuis trop longtemps. Elle pleura pour sa sœur, pour sa mère morte des années auparavant, pour le mariage malheureux qu'elle avait supporté, pour l'inondation qui avait tout emporté, pour la solitude de recommencer seule sans personne au monde. Ce fut ainsi que Théodore la trouva. Il était venu chercher de l'eau, l'excuse habituelle, et s'arrêta sur le seuil en la voyant là pliée sur elle-même, les épaules secouées de sanglots. Pendant un instant, il resta figé, sans savoir quoi faire. 7 ans sans permettre de proximité émotionnelle avec personne, 7 ans à fuir tout sentiment. Mais alors, il vit la lettre froissée au sol près d'elle, comprit que c'était une mauvaise nouvelle, et quelque chose en lui, quelque chose qui était mort depuis cette nuit pluvieuse de juin 1901, bougea. Théodore traversa la cuisine, s'agenouilla à côté d'elle, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 7 longues années. Il ouvrit les bras et offrit du réconfort. « Amélie, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle leva son visage taché de larmes, essaya de parler, mais n'y parvint pas. Elle s'effondra simplement contre son torse, et Théodore la tira plus près, la tenant pendant qu'elle pleurait. Les bras forts autour d'elle, la grande main caressant ses cheveux de façon maladroite mais sincère, le battement de cœur ferme sous son oreille. Elle pleura pendant des minutes qui parurent des heures, libérant une douleur accumulée depuis des années. Et Théodore la tint pendant tout ce temps, sans hâte, sans gêne, juste là, ferme et présent. Il réalisa que c'était la première fois depuis Hélène qu'il permettait ce genre d'intimité, ce genre de vulnérabilité partagée. Et plus que cela, il réalisa qu'il voulait être là. Il voulait tenir cette femme qui avait apporté une lumière silencieuse dans sa maison vide. Il voulait la protéger de toute douleur qu'elle ressentait. Quand les sanglots diminuèrent enfin, Amélie s'écarta légèrement, honteuse. « Pardon, monsieur. »
Je n'aurais pas dû... Théodore l'interrompit. Ne me demandez pas pardon. Racontez-moi ce qui s'est passé. Elle ramassa la lettre du sol, avec des mains tremblantes encore, et la lui tendit. Théodore lut rapidement, son visage se fermant de compréhension et de compassion. Votre sœur. Je suis désolé, Amélie. Je suis vraiment désolé. Elle était tout ce que j'avais, chuchota Amélie. La seule famille qui me restait, et je n'étais même pas là quand elle a eu besoin. Ce n'était pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir, dit-il avec fermeté. Il prit les mains d'Amélie entre les siennes, un geste intime et naturel. Qu'allez-vous faire maintenant? Amélie essuya ses larmes du revers de la main. Je dois aller chercher les enfants. Je ne peux pas laisser mes neveux dans un orphelinat. Mais je n'ai pas d'argent pour le voyage, je n'ai pas de maison pour les accueillir, je n'ai rien, je ne sais pas quoi faire. Théodore resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis il prit une décision qui le surprit lui-même. Je paie votre voyage. Et quand vous reviendrez avec les enfants, ils habiteront ici. Vous continuez à travailler et ils restent ici au domaine. Il y a une école au village, il y a de l'espace ici. On s'arrangera. Amélie le regarda les yeux écarquillés. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. C'est trop, ce n'est pas trop, c'est ce qu'il faut faire, dit-il avec cette autorité naturelle qui n'admettait pas la discussion. Mais cette fois, l'autorité était tempérée par la gentillesse. Vous travaillez bien, vous êtes une bonne personne, et je ne vais pas vous laisser, vous et les enfants, désemparés. C'est décidé. Les larmes revinrent aux yeux d'Amélie, mais maintenant c'étaient des larmes de gratitude mêlées à quelque chose d'autre. Elle regarda cet homme que tous qualifiaient de sévère et froid, et vit une gentillesse profonde qu'il cachait derrière des murailles. « Merci » chuchota-t-elle. « Merci vraiment. » Théodore l'aida à se relever, et pendant un moment, ils restèrent là, trop proches pour être désinvoltes, se regardant dans les yeux. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose de nouveau, d'effrayant et de prometteur. Mais aucun des deux n'était encore prêt à le nommer. « Vous partez demain matin. »« J'arrangerai le passage en charrette jusqu'à la gare la plus proche, » dit-il, revenant au ton pratique, mais sans lâcher complètement ses mains. Amélie acquiesça, assimilant encore la générosité inattendue, le changement monumental qui s'était produit dans cette cuisine. Elle avait pleuré sur l'épaule du propriétaire le plus sévère de la région, et il l'avait tenue avec une gentillesse que personne n'imaginerait exister en lui. Et Théodore, de son côté, réalisa en organisant les détails de son voyage dans son esprit que pour la première fois en 7 ans, il ne voulait pas rester seul. Il voulait qu'elle revienne. Il voulait la voir dans la cuisine, voulait entendre sa voix, voulait ces petits moments de conversation qui étaient devenus la meilleure partie de ses journées. Quelque chose avait commencé entre eux dans cette étreinte. Quelque chose que tous deux avaient cru mort à jamais renaissait doucement, fragile, mais persistant comme un bourgeon vert, se frayant un chemin entre les pierres. Amélie partit le lendemain matin, avant le lever complet du soleil. Théodore avait prévu la charrette jusqu'à la gare de Valence, 3 jours de voyage jusqu'à Lyon, et assez d'argent pour les billets de retour avec les 2 enfants. Il lui remit une enveloppe avec plus d'argent que nécessaire, insistant pour qu'elle le garde pour les urgences. « Prenez soin de vous, dit-il quand la charrette fut prête à partir, et revenez vite. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces derniers mots qui fit s'accélérer le cœur d'Amélie. Ce n'était pas seulement un patron inquiet pour sa cuisinière, c'était quelque chose de plus personnel, de plus profond. Elle acquiesça, soutenant son regard un long moment, avant de monter dans la charrette. Théodore resta immobile dans la cour, observant la charrette descendre la route jusqu'à disparaître entre les collines couvertes de vignes. Le domaine sembla soudain plus vide qu'il ne l'avait été depuis des années. Il retourna à l'intérieur de la grande maison, et le silence qui était auparavant familier pesait maintenant différemment. C'était une absence spécifique, pas seulement une solitude générale. Madame Félicie reprit la cuisine temporairement, mais la nourriture n'avait pas le même goût. Non pas que Félicie cuisinât mal, elle était une excellente cuisinière.
Mais il manquait quelque chose d'intangible qu'Amélie apportait, la touche de cannelle supplémentaire dans la brioche, le soin apporté à la croûte du pain, le pichet de fleurs fraîches sur la table. De petits détails que Théodore n'avait même pas perçus consciemment jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Les jours s'étiraient. Théodore se surprenait à regarder la route chaque fois qu'il passait près de la maison. Il travaillait encore plus que d'habitude, essayant de remplir les heures vides. Mais le soir, quand il s'asseyait seul pour dîner, ces moments volés à la cuisine lui manquaient, les brèves conversations, le son de sa voix expliquant une recette. La façon dont elle souriait légèrement quand il complimentait le plat, une surprise sincère, comme si elle n'était pas habituée aux compliments. Le père Auguste vint en visite la 2e semaine de l'absence d'Amélie. Le prêtre était un homme grand et maigre, d'environ 55 ans, aux cheveux gris, aux yeux bienveillants qui voyaient plus que la plupart des gens. Il avait été l'ami du père de Théodore et avait marié Théodore et Hélène des années auparavant. Il était l'un des rares que Théodore tolérait encore comme compagnie. Ils s'assirent sur la terrasse avec le café que Madame Félicie avait préparé. Le prêtre observa Théodore avec attention, tandis qu'il discutait de sujets banals, les vendanges à venir, le temps, les nouvelles du village. « Vous êtes différent, » dit soudain le père Auguste. Théodore fronça les sourcils. « Différent comment ?»« Moins absent, plus présent. Comme si vous étiez revenu habiter votre propre vie, » expliqua le prêtre avec cette sagesse tranquille qu'il possédait. « Cela a-t-il à voir avec la jeune femme qui travaille ici ? Madame Félicie m'a parlé d'elle. » Théodore se tendit immédiatement. « Elle est allée chercher ses neveux orphelins à Lyon. Elle revient la semaine prochaine. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit le prêtre avec un demi-sourire. Théodore resta silencieux, regardant le café dans sa tasse. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, mon père. Je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit. Je veux juste que vous sachiez qu'il n'y a pas de trahison à continuer de vivre. Hélène ne voudrait pas que vous passiez le reste de votre vie prisonnier d'une douleur qui ne la ramènera pas, » dit Auguste avec une gentillesse ferme. « Je le sais, » répondit Théodore, mais la voix sortit moins convaincue qu'il ne le prétendait. « Savoir et accepter sont deux choses différentes, mon fils. Vous avez construit une prison autour de votre cœur et avez appelé cela de la loyauté. Mais la véritable loyauté envers la mémoire de ceux que nous aimons est de vivre pleinement, pas seulement de survivre. » Les mots restèrent avec Théodore après le départ du prêtre. Il monta au petit cimetière du domaine cet après-midi-là, chose qu'il faisait rarement parce que cela faisait trop mal. Il resta debout devant la tombe d'Hélène, la simple pierre tombale avec son nom et les dates marquant une vie trop courte. Théodore s'agenouilla dans l'herbe haute. « Je ne sais pas ce que je fais, Hélène, » dit-il à voix basse. « J'ai passé 7 ans seul, parce que je ne pouvais pas imaginer ressentir quelque chose pour une autre personne. Et maintenant il y a cette femme, et je n'ai pas planifié ça, je ne voulais pas ça, mais c'est en train d'arriver. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si tu comprendrais. » Le vent souffla doucement entre les arbres, faisant bruisser les feuilles de l'olivier. Ce n'était pas une réponse, Théodore le savait. Mais d'une certaine manière, cela apporta une paix qu'il n'attendait pas. Hélène avait été une femme généreuse et aimante. Elle n'aurait pas voulu qu'il dépérisse dans la solitude pour le reste de sa vie. Elle aurait voulu qu'il soit heureux. Il retourna à la maison le cœur plus léger, comme s'il avait reçu une permission qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Amélie revint 11 jours après son départ, par un vendredi après-midi ensoleillé. Théodore était dans son bureau quand il entendit le bruit d'une charrette arriver. Son cœur s'emballe d'une manière qui le prit complètement au dépourvu. Il se força à attendre quelques minutes avant de sortir, essayant de paraître décontracté. Mais quand il alla finalement dans la cour, il ne put cacher complètement le soulagement sur son visage. Amélie descendait de la charrette, et derrière elle venaient 2 enfants. Un garçon d'environ 7 ans, cheveux foncés et grands yeux effrayés, tenant la main d'une petite fille plus jeune, peut-être 5 ans, avec des tresses défaites et une robe usée. Tous deux semblaient épuisés et perdus.
Théodore s'approcha. Amélie se retourna et leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux à ce moment-là, une reconnaissance mutuelle que l'absence avait été difficile pour les deux. « Monsieur Théodore, voici mes neveux. » Richard et Catherine, présenta Amélie d'une voix douce, posant les mains sur les épaules des enfants. Les enfants, faites la révérence au monsieur qui nous accueille. Les enfants firent des révérences maladroites, clairement intimidés par la silhouette imposante de Théodore. Il s'abaissa à leur hauteur, un geste qui surprit Amélie. « Bienvenue au domaine Sainte-Hélène », dit-il d'une voix plus douce qu'il n'avait l'habitude d'utiliser. « Vous devez être fatigué du voyage. Nous allons vous installer confortablement. » Madame Félicie avait déjà préparé une petite chambre à côté de celle d'Amélie, avec 2 lits étroits et des draps propres. Les enfants entrèrent timidement, assimilant encore tous les changements dans leur courte vie. En quelques semaines, ils avaient perdu leur mère, avaient été emmenés à l'orphelinat et étaient maintenant dans un endroit inconnu, avec une tante qu'ils connaissaient à peine. Amélie les aida à s'installer, parlant bas, rassurant. Théodore observa de loin quelque chose se serrant dans sa poitrine. 7 ans auparavant, il avait espéré avoir des enfants, avait rêvé de voir des enfants courir dans les couloirs de la grande maison. Ce rêve était mort avec Hélène et le bébé. Voir ces enfants ici maintenant apportait de la douleur, mais aussi une étrange sensation de possibilité. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis épuisés, Amélie retourna à la cuisine pour préparer quelque chose pour le lendemain. Théodore apparut, comme s'il n'avait jamais cessé d'apparaître. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Amélie soupira. Difficile. Les enfants étaient terrifiés à l'orphelinat. Richard n'a pas dit un mot pendant les 2 premiers jours. Catherine pleurait chaque nuit en réclamant sa mère, raconta-t-elle en pétrissant la pâte à pain. Mais peu à peu, ils commencent à me faire confiance. Cela prendra du temps. Et vous ? Comment allez-vous ? Demanda Théodore, et la façon dont il demanda, avec une préoccupation sincère, fit qu'Amélie s'arrêta de travailler et le regarda. « Je tiens bon parce que je dois être forte pour eux, mais à l'intérieur ça fait encore très mal, admit-elle. Ma sœur n'avait que 3 ans de moins que moi. Je me suis occupé d'elle quand notre mère est morte. C'était comme si c'était ma fille, à certains égards. » Théodore traversa la cuisine et se mit de l'autre côté de la table de travail. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien avec moi. Nous avons dépassé ce stade. » Amélie sourit tristement. « Nous l'avons dépassé, n'est-ce pas? Je vous connais à peine depuis 2 mois, et je sens que vous pouvez comprendre des choses que même moi je ne comprends pas bien, peut-être parce que nous connaissons tous les deux le même type de douleur, dit Théodore. Et Amélie, arrêtez de m'appeler monsieur quand nous sommes seuls. Appelez-moi Théodore. » C'était une demande intime, une rupture de la barrière sociale entre patron et employé. Amélie sentit le poids de cela. « Je ne sais pas si ce serait approprié, » hésita-t-elle. « Je ne me soucie pas de ce qui est approprié. Je me soucie de ce qui est réel, » répondit-il, et il y avait une intensité dans son regard qui fit se retourner l'estomac d'Amélie. Si vous aimez rendre cette histoire encore plus émouvante, commentez ci-dessous et partagez avec quelqu'un qui aime aussi les histoires d'amour véritables. Amélie acquiesça lentement. « D'accord. Théodore, alors. » Il sourit. Et c'était un petit sourire mais sincère, la première fois qu'elle le voyait sourire pour de vrai. Cela transformait complètement son visage, adoucissait les lignes dures, illuminait les yeux sombres. « Beaucoup mieux, » dit-il. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique au domaine. Les enfants commencèrent à s'adapter lentement. Richard, timide et observateur, aimait rester près d'Amélie à la cuisine, aidant aux tâches simples. Catherine, plus extravertie malgré la tristesse, était fascinée par les poules de la basse-cour et par le chat roux qui vivait dans les écuries. Théodore, étonnamment, fit preuve d'une patience inattendue avec eux. Il apprit à Richard à faire des nœuds de corde appropriés pour le travail au champ. Il emmena Catherine voir les veaux nouveau-nés. Il n'était pas démonstratif en affection, gardait une certaine réserve,
Mais les enfants percevaient la bonté fondamentale sous la sévérité et commencèrent à lui faire confiance. Et Amélie observait tout cela avec un cœur de plus en plus compliqué. Elle voyait la gentillesse que Théodore cachait au monde, voyait comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne l'observait pas, sentait la tension électrique quand leurs mains se touchaient accidentellement, en passant quelque chose. Elle était en train de tomber amoureuse, et cela la terrifiait. Son mariage avec Joachim lui avait appris que les hommes pouvaient être cruels, contrôlants, vous diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Elle avait juré de ne plus jamais se mettre dans cette position. Mais Théodore était différent. Il la voyait comme une égale, respectait ses opinions, valorisait son travail. Quand il la regardait, il voyait une personne entière, pas une possession. Une nuit de mai, 2 mois après le retour d'Amélie, eut lieu l'un des moments qu'ils garderaient tous deux comme précieux. C'était une nuit fraîche, un ciel étoilé, immense. Théodore était sur la terrasse, fumant une cigarette, regardant les étoiles. Amélie sortit pour prendre des herbes fraîches du petit jardin qu'elle avait planté à l'arrière et le vit là. « Je peux vous tenir compagnie ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je vous en prie. » répondit-il, indiquant le banc à côté du sien. Ils restèrent dans un silence confortable pendant un moment, observant simplement la nuit. Puis Théodore parla. « Savez-vous ce qui me manque le plus ? Ce n'est pas seulement Hélène, c'est la sensation d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses, quelqu'un à qui raconter sa journée, avec qui faire des projets, avec qui simplement exister ensemble. La solitude, ce n'est pas seulement être seul, c'est n'avoir personne qui se soucie de savoir si vous êtes là ou non. » Amélie comprit parfaitement. « Je sais exactement ce que vous voulez dire. Même quand Joachim était vivant, je me sentais seul. Il était là physiquement mais jamais vraiment présent. Et maintenant, même avec les enfants, il y a une partie de moi qui ressent le manque d'avoir quelqu'un, vous savez? Un adulte, quelqu'un qui comprenne les choses compliquées que les enfants ne comprennent pas encore. » Théodore tourna la tête pour la regarder. La faible lumière de la lampe à huile qui venait de la fenêtre éclairait la moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre. « Vous sentez-vous seul ici ?» Amélie rencontra son regard. « Je me sentais seul, mais je ne le suis plus, pas quand tu es près de moi. » L'air entre eux devint chargé. Théodore tendit la main lentement, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait. Mais Amélie ne se recula pas. Elle plaça sa main dans la sienne et les doigts s'entrelacèrent comme s'ils avaient toujours été faits pour ça. « Amélie, » commença-t-il d'une voix rauque, « je ne sais pas comment faire ça. J'ai passé 7 ans convaincu que je ne ressentirais plus jamais rien pour personne. Et là, tu es apparu, et tu as tout mis sens dessus-dessous. Je ne sais pas si je fais bien, si c'est trop tôt, si... » Elle serra sa main, l'interrompant. « Je ne sais pas non plus. J'ai aussi peur. Mais je sais que j'aime être près de toi. Je sais que tu me fais me sentir en sécurité d'une façon que je n'ai jamais ressentie avant. Ça doit signifier quelque chose. » Théodore l'attira plus près jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Ils restèrent ainsi longtemps, mains entrelacées, épaules contre épaules, regardant les étoiles. Ils ne s'embrassèrent pas, ne dirent pas de mots d'amour. Mais ils n'en avaient pas besoin. Il y avait une promesse dans ce silence partagé. Il y avait un avenir qui commençait à se dessiner. Quand ils se séparèrent enfin pour dormir, tous deux montèrent dans leur chambre, le cœur plus léger, avec un espoir qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Les jours suivants furent remplis de moments volés, des regards qui duraient des secondes de trop, des doigts qui se frôlaient en passant le sel à table, de petits sourires partagés quand personne d'autre ne regardait. Théodore commença à trouver des excuses pour être près d'elle. Il venait à la cuisine vérifier s'il fallait quelque chose de la réserve. Il proposait d'aider à porter le bois. Il demandait son avis sur des décisions du domaine qu'il prenait normalement seul. Et Amélie s'épanouissait sous cette attention. Elle commença à mettre sa meilleure robe le dimanche. Elle lâchait ses cheveux le soir quand elle savait qu'il était encore éveillé. Elle préparait ses plats préférés avec une fréquence accrue. Elle chantonnait en travaillant, un son doux
qui remplissait la maison d'une vie qui avait manqué trop longtemps. Madame Félicie observait tout avec une approbation silencieuse. Au début, elle s'était inquiétée, la loyauté envers la mémoire d'Hélène lui faisant se demander s'il était juste que Théodore s'intéresse à une autre femme. Mais en voyant le patron qu'elle aimait comme un fils renaître lentement, en voyant la lumière revenir dans ses yeux, elle comprit qu'il n'y avait pas de trahison là-dedans. Il y avait juste la vie qui continuait, comme cela devait être. Les enfants remarquaient aussi le changement. Richard fit un commentaire à Amélie un matin. « Tante, Monsieur Théodore sourit plus maintenant. C'est parce qu'il est content que nous soyons là. » Amélie peignait les cheveux de sa nièce, attachant les tresses. « Je pense qu'il est content pour beaucoup de raisons, mon amour. Mais oui, je pense qu'avoir de nouvelles personnes dans la maison lui fait du bien. »« Il t'aime bien, » déclara Catherine avec l'innocence absolue des petits-enfants. « Je l'ai vu te regarder, et il avait cette tête-là. » Amélie rit, les joues rougissant. « Quelle tête, Catherine !»« La tête que papa avait quand il regardait maman avant qu'elle ne tombe malade, » expliqua la fillette, et il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi autre chose. C'était une tête heureuse. Amélie sentit ses yeux piquer. Elle attira les deux enfants dans une étreinte serrée. « Vous êtes très malin, vous savez, trop malin pour votre propre bien. » Alors, c'était vrai qu'il l'aimait bien. Amélie avait peur d'imaginer, de voir des choses qu'elle voulait voir. Mais si même les enfants le remarquaient, alors c'était réel. Théodore Vasseur, le propriétaire le plus sévère de la région, tombait amoureux d'elle. Et elle, contre toutes ses défenses et ses peurs, tombait amoureuse de lui. Mai devint juin, et l'amour entre eux grandissait à son propre rythme, ni pressé ni stagnant. Un après-midi, Théodore l'invita à chevaucher jusqu'aux limites du domaine pour voir le coucher du soleil. Amélie n'avait jamais beaucoup monté à cheval, mais il amena la jument la plus douce et l'aida à monter, ses mains fermes sur sa taille la faisant frissonner. Ils chevauchèrent dans un silence confortable jusqu'à un point élevé d'où l'on voyait toute l'étendue des vignes et au-delà les montagnes bleutées à l'horizon. Le soleil se couchait dans une explosion d'orange, de rouge et de violet. « C'est la plus belle vue que j'ai jamais vue », chuchota Amélie. Théodore la regarda. Pas l'horizon. « Je trouve aussi, » dit-il d'une voix douce. Amélie tourna la tête et réalisa qu'il ne regardait pas le paysage. Il la regardait, elle. Son cœur s'emballe. « Théodore, » commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment continuer. Il descendit de cheval et l'aida à descendre aussi. Ils restèrent debout, très proches l'un de l'autre, les chevaux broutant tranquillement à proximité. « Amélie, je dois te dire quelque chose, dit-il, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Tu peux le dire ?» l'encouragea-t-elle. « Je croyais être mort avec Hélène cette nuit-là. Je croyais que la partie de moi capable de ressentir, d'aimer, de vouloir un avenir avait été enterrée avec elle. J'ai passé 7 ans à simplement exister, à simplement remplir des obligations, confessa-t-il, ses mains trouvant les siennes naturellement. Et là, tu es arrivé, avec ta tristesse et ta force, et peu à peu tu m'as ramené. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de remercier. Tu as fait la même chose pour moi, dit Amélie, les yeux brillants. J'étais tellement fatiguée de porter le poids toute seule. J'étais tellement fatiguée de faire semblant que j'allais bien quand ce n'était pas le cas. Avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant. Je peux juste être. Théodore l'attira plus près, son front touchant le sien. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je ne sais pas comment nous faisons fonctionner cela avec les différences entre nous, avec les mémoires que nous portons. Mais je sais que je veux essayer. Je veux voir où cela nous mène. Tu le veux aussi. Je le veux, chuchota Amélie. Je le veux tellement. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soleil finissait de se coucher et que les premières étoiles commençaient à apparaître. Théodore embrassa son front, un geste tendre et prometteur. Ce n'était pas encore un baiser sur les lèvres, ce n'était pas encore une déclaration complète,
mais c'était un engagement. C'était la promesse qu'ils construisaient quelque chose ensemble, un pas à la fois. Mais alors, 3 jours après ce moment parfait, la menace arriva. C'était en fin de matinée, quand l'élégante calèche remonta l'allée du domaine. Une calèche noire tirée par 2 chevaux, un capitonnage en cuir coûteux, signe d'une richesse considérable. Théodore était dans les vignes et ne vit pas l'arrivée. Amélie était à la cuisine préparant le déjeuner quand elle entendit le bruit des roues dans la cour. Elle s'essuya les mains sur son tablier et alla jusqu'à la porte. Madame Félicie était déjà là, observant un homme descendre de la calèche. Il avait une 50aine d'années, petit mais corpulent, vêtements chers, grosse chaîne en or au gilet, une bague à chaque doigt. Cheveux rares peignés à la brillantine, moustache épaisse très bien entretenue, petits yeux qui examinaient tout avec un air de propriétaire. Amélie sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle connaissait cet homme, Jacques Mercier, l'oncle de Joachim, son défunt mari. Riche négociant, propriétaire de mines et de commerce, un homme qui l'avait toujours regardée d'une manière qui la faisait se sentir sale. Jacques la vit à la porte et son visage s'illumina d'un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Amélie, ma chère nièce, je t'ai enfin trouvée !» s'exclama-t-il en marchant vers elle, les bras ouverts comme s'ils étaient des parents proches et aimants. Amélie recula instinctivement. « Monsieur Jacques, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Il s'arrêta, son sourire devenant légèrement plus dur. « Eh bien, je suis venu chercher ce qui est à moi. Ou plutôt, je suis venu réclamer ce qui m'est dû. Tu ne pensais pas pouvoir simplement disparaître après tout ça, n'est-ce pas ?» Madame Félicie se plaça aux côtés d'Amélie, présence protectrice. « De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous » Jacques l'ignora complètement, les yeux fixés sur Amélie. « Ton mari, mon cher neveu Joachim, avait des dettes considérables envers moi quand il est mort, 3000 francs pour être exact. Toi, en tant que veuve, tu as hérité de ces dettes. Je suis ici pour encaisser. » Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelle dette! Joachim ne m'a jamais parlé d'aucune dette envers vous, parce que mon neveu était trop orgueilleux pour admettre qu'il demandait de l'argent à son oncle. Mais j'ai les papiers, tout signés et témoignés. Il sortit des documents de la poche intérieure de sa veste, les agitant en l'air. 3000 francs, Amélie, c'est beaucoup d'argent. Tu mettras des années à payer si tu commences maintenant. Je n'ai pas cet argent. J'ai tout perdu dans l'inondation. Je n'ai rien, dit-elle, la voix commençant à trembler. Le sourire de Jacques devint prédateur. Ah, mais tu as ta main en mariage. Épouse-moi, et la dette est acquittée. D'ailleurs, ce serait même généreux de ma part. Une femme veuve avec 2 enfants à élever, sans bien, sans famille. J'offrirai maison, confort, sécurité. Amélie sentit la nausée monter dans sa gorge. Jamais. Je préfère mourir de faim. Jacques haussa les épaules, mais il y avait une colère froide dans ses yeux. Alors tu iras en prison pour dette, et les enfants iront de nouveau à l'orphelinat. C'est ce que tu veux ? Ce fut à ce moment que Théodore arriva, ayant été prévenu par un des ouvriers de la calèche inconnue. Il entra dans la cour à grandes enjambées, présence immédiate et imposante. « Qui êtes-vous et que faites-vous sur mon domaine ?» demanda-t-il d'une voix qui ferait reculer les hommes courageux. Jacques se retourna, évaluant. « Ah, le propriétaire, je présume. Jacques Mercier, négociant. Je suis venu traiter une affaire personnelle avec ma nièce ici présente. » Théodore regarda Amélie et vit la panique dans ses yeux, vit comment elle était pâle et tremblante. Quelque chose en lui rugit, protecteur et furieux. « Amélie n'est pas votre nièce. Son mari est mort il y a 3 ans. Le lien familial s'arrête là. » « Mais le lien financier ne s'arrête pas, » contre-attaqua Jacques, montrant les papiers. « Elle me doit 3000 francs. Je suis venu encaisser. » Théodore prit les papiers de ses mains sans demander la permission et les examina. C'étaient des documents apparemment légitimes, signés par Joachim Fontaine, témoignés par un notaire. Une dette contractée sur 2 ans, les intérêts composés faisant croître le montant. Mais Théodore avait eu affaire à des hommes malhonnêtes auparavant. Il savait reconnaître la fraude. Ces papiers sont trop commodes.
Ils apparaissent 3 ans après la mort du débiteur original, exactement quand vous découvrez où se trouve la veuve. Cela sent la falsification, dit Théodore en rendant les documents avec dédain. Jacques devint rouge de colère. Comment osez-vous remettre en cause mon intégrité? Ces papiers sont légitimes et vous n'avez aucune autorité sur le sujet. C'est une affaire entre elle et moi. Tout ce qui se passe sur ce domaine est mon affaire. Et Amélie est sous ma protection. Si vous avez une réelle réclamation, saisissez la justice, mais ne venez pas ici la menacer. La sortie du domaine est par là-bas, dit Théodore en pointant du doigt la voix basse et dangereuse. Jacques réalisa qu'il n'allait pas gagner cette confrontation, pas ici, pas maintenant, mais ce n'était pas un homme à abandonner facilement. Très bien, j'irai par la voie légale alors, mais juste pour que vous sachiez, en matière de dette, la justice est toujours du côté du créancier. Il se tourna vers Amélie. « Tu seras quand même à moi, ma chère, d'une façon ou d'une autre. » Et il la regarda d'une manière si possessive et dégoûtante qu'Amélie eut envie de vomir. Théodore fit un pas en avant, se plaçant entre Jacques et Amélie. « Sortez de ma propriété maintenant, avant que je ne vous mette dehors, par la force. » Jacques sourit, mais c'était un sourire de serpent. « Nous nous reverrons bientôt. » Et il monta dans la calèche, ordonnant au cocher de partir. Quand la calèche disparut au bas de la route, Amélie commença à trembler de façon incontrôlable. Ses jambes fléchirent, et elle serait tombée si Théodore ne l'avait pas soutenue immédiatement, la tirant contre son torse. « Tout va bien, je suis là, tout va bien », répéta-t-il en la guidant vers l'intérieur de la maison. Il l'assit sur la chaise du salon, s'agenouilla devant elle. Félicie apporta de l'eau sucrée pour le choc. Amélie but avec des mains tremblantes, essayant de reprendre le contrôle. « Je ne savais pas pour ces dettes, » chuchota-t-elle. « Je jure que je ne savais pas. Joachim ne me disait jamais rien sur l'argent. Il me laissait dans l'ignorance de tout. Je sais. Je vous crois, dit Théodore en tenant ses mains. Et même si les dettes étaient réelles, vous n'en êtes pas responsable. Une veuve n'hérite pas de la dette du mari à moins d'avoir signé comme caution. Mais il a des papiers. Il a dit qu'il irait en justice, dit Amélie d'une voix désespérée. Et s'il réussit? Et si je vais en prison? Et les enfants? Théodore serra ses mains avec fermeté. Écoute ce que je vais te dire. Je ne laisserai rien t'arriver. Je ne laisserai pas cet homme te forcer à quoi que ce soit. Je vais appeler mon avocat. Nous allons enquêter sur ces papiers et nous prouverons qu'ils sont faux. Et même si nous ne parvenons pas à le prouver, je paierai la dette. Amélie écarquilla les yeux. Théodore, non. C'est 3000 francs. C'est une fortune. Je ne peux pas accepter ça. Je ne demande pas la permission, dit-il avec cette autorité qui n'admettait pas la discussion. Tu es importante pour moi, Amélie, très importante, et je protège ce qui est à moi. La façon dont il dit cela, ce possessif non pas de contrôle, mais de soin, fit s'emballer le cœur d'Amélie même au milieu de la panique. Elle regarda dans ses yeux et vit une vérité absolue. Il se battrait pour elle. Il la protégerait. Il ne laisserait pas Jacques gagner. « Mais je ne veux pas être un fardeau, chuchota-t-elle. J'ai déjà amené les enfants ici. Je dépends déjà de ton emploi, de ton toit. Si en plus tu paies ma dette, tu n'es pas un fardeau. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans cette maison depuis 7 ans, l'interrompit Théodore. Et si tu ne l'as pas encore remarqué, je ne fais pas cela seulement comme un patron généreux. Je le fais parce que... » Il hésita, vulnérabilité claire sur son visage. Parce que je suis en train de tomber amoureux de toi. Peut-être que je suis déjà complètement amoureux. Je ne sais pas. Je sais juste que l'idée de te perdre, de voir cet homme t'emmener, me rend fou. Des larmes coulèrent sur le visage d'Amélie, mais ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de soulagement, d'émotion, d'amour partagé. Je tombe aussi amoureuse de toi, confessa-t-elle. J'ai peur de ça. J'ai peur de m'abandonner et d'être détruite à nouveau, mais je t'aime tellement que ça fait mal. Théodore la tira dans une étreinte serrée. Je ne te ferai pas de mal. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme Joachim. Je prendrai soin de toi. Je te protégerai, toi et les enfants. C'est une promesse. Ils restèrent enlacés un long moment, Madame Félicie se retirant discrètement pour leur laisser de l'intimité.
Quand ils se séparèrent enfin, Amélie se sentit plus forte. Elle n'était pas seule. Elle avait Théodore à ses côtés, et ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait. Mais tous deux savaient que Jacques Mercier n'était pas homme à abandonner facilement. La menace était loin d'être terminée. Ce n'était que le début d'une bataille qui testerait la force de l'amour qui grandissait entre eux. Dans les jours qui suivirent la visite menaçante de Jacques Mercier, le domaine Sainte-Hélène vécut dans un état de tension contrôlée. Théodore fit venir son avocat, maître Évariste Campos, un homme sérieux et compétent d'Aix-en-Provence qui s'occupait des affaires juridiques du domaine depuis des années. Maître Évariste arriva 3 jours plus tard, examina les copies des documents que Jacques avait laissés et secoua la tête avec une expression grave. Les papiers semblent légitimes à première vue. La signature correspond à d'autres documents de Joachim Fontaine que j'ai pu localiser chez le notaire de Valence. Le témoin existe et confirme l'enregistrement, mais il y a quelque chose d'étrange, expliqua-t-il en les examinant à la lumière. Les dates ne font pas complètement sens. Selon ces documents, Joachim a emprunté 1500 francs en janvier 1904 et 1500 autres en juin de la même année. Mais les intérêts appliqués sont abusifs. Ils ont triplé la valeur en seulement 3 ans. Amélie était assise dans le salon avec Théodore, écoutant tout le cœur serré. Joachim n'a jamais mentionné de dette. Il était trop orgueilleux. S'il devait tant d'argent, il aurait fait quelque chose de désespéré. Je l'aurais remarqué. L'avocat approuva. Il est possible que les prêts aient eu lieu, mais les intérêts ont été gonflés après la mort du débiteur. C'est une pratique courante chez les créanciers malhonnêtes. Ils exploitent la vulnérabilité de la veuve. Il regarda Théodore. Je peux contester en justice, mais cela prendra du temps. Des mois, peut-être plus d'1 an. Et pendant ce temps, Jacques peut tenter d'autres tactiques de pression. Quel genre de tactique ? Demanda Théodore d'une voix dangereusement basse. Il peut essayer de diffamer sa réputation au village. Il peut essayer de soudoyer les autorités locales pour faire pression. Il peut même essayer... L'avocat hésita, regardant Amélie avec gêne. Des tactiques plus directes d'intimidation. Théodore se leva, la colère évidente dans sa posture rigide. Il ne l'approchera pas, je vais m'en assurer personnellement. Et il fit exactement cela. Il donna l'instruction à tous les travailleurs du domaine de rester alertes à toute personne étrangère rôdant autour de la propriété. Il engagea 2 hommes supplémentaires spécifiquement pour surveiller les accès. Quand Amélie devait aller au village pour des achats, Théodore l'accompagnait personnellement ou envoyait Madame Félicie avec 2 ouvriers armés. Les enfants percevaient que quelque chose n'allait pas. Richard, observateur comme toujours, demanda un soir alors qu'Amélie les mettait au lit. « Tante, cet homme qui est venu ici est dangereux ?» Amélie choisit ses mots avec soin. C'est quelqu'un du passé qui essaie de causer des problèmes. Mais Monsieur Théodore s'occupe de tout. Vous êtes en sécurité ici. Catherine serra son oreiller fort. J'aime habiter ici, tante. Je ne veux pas partir. Et nous ne partirons pas, mon amour. C'est notre maison maintenant, promit Amélie, embrassant le front de sa nièce. Mais à l'intérieur, elle n'en était pas si sûre. Jacques était un homme riche et influent. Il avait des relations. S'il voulait vraiment la détruire, il avait les ressources pour le faire. Et la dernière chose qu'Amélie voulait était d'apporter plus de problèmes à Théodore, qui avait déjà tant fait pour elle. Cette même nuit, incapable de dormir, Amélie descendit à la cuisine. Elle alluma la lampe à huile et commença à préparer de la pâte à pain, une activité qui calmait toujours son esprit. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'elle n'entendit pas Théodore entrer. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» demanda-t-il, la voix douce dans l'obscurité. Amélie se retourna, portant la main à sa poitrine. « Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous dormiez. » Théodore s'approcha, observant ses mains travaillant la pâte avec des mouvements fermes et rythmés. « Je n'arrive pas à éteindre mon esprit. Je pense à toutes les façons dont cet homme peut essayer de te faire du mal et comment je peux empêcher chacune d'elles. » Amélie s'arrêta de travailler, le regardant les yeux embués. « Théodore, tu en as déjà fait trop.
Je ne peux pas te laisser risquer plus à cause de moi. Peut-être que je devrais simplement partir, disparaître ailleurs où il ne me trouvera pas. La réaction de Théodore fut immédiate et viscérale. Il saisit ses bras, la farine tachant sa chemise, mais sans s'en soucier. Non, tu ne vas pas fuir, tu ne vas pas te cacher pour le reste de ta vie. Et surtout, tu ne vas pas me quitter. Sa voix avait une intensité qui fit s'emballer le cœur d'Amélie. Mais j'apporte des problèmes dans ta vie. Tu étais en paix avant que j'arrive, argumenta-t-elle faiblement. Je n'étais pas en paix, j'étais mort à l'intérieur, corrigea Théodore. Tu m'as ramené à la vie, Amélie. Pour la première fois en 7 ans, je veux me réveiller le matin. Je veux voir ce que la journée va apporter. Je veux avoir un avenir. Tout ça grâce à toi. Alors ne me parle pas de partir. Il la tira plus près, éliminant l'espace entre eux. Ses mains montèrent pour tenir son visage avec soin, ses pouces essuyant les larmes qui commençaient à tomber. « Je vais régler ça. Je vais te protéger. Et quand tout cela sera fini, Il hésita, vulnérabilité claire dans les yeux. « Je veux que tu restes avec moi, pas comme employé, comme ma femme. » Amélie retint son souffle. « Théodore, tu es sûr? Tu ne te sens pas obligé à cause de la situation? » « Obligé ? Amélie, je te demande en mariage parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, parce que tu m'as fait croire qu'il est possible d'aimer à nouveau sans trahir la mémoire de ceux que nous avons perdus. Parce que quand je te regarde, je vois l'avenir, je vois l'espoir, je vois tout ce que je croyais avoir perdu pour toujours, confessa-t-il d'une voix étranglée. Les larmes d'Amélie étaient maintenant de joie, mêlées de peur. Je t'aime aussi. J'ai peur de ça, j'ai peur de m'abandonner et d'être détruite à nouveau. Mais je t'aime tellement que ça fait mal. Alors épouse-moi, demanda Théodore, le front contre le sien. Pas maintenant, pas au milieu de cette confusion. Mais quand nous aurons réglé ça, quand Jacques sera parti et que notre vie sera en paix, épouse-moi. Laisse-moi prendre soin de toi et des enfants. Laisse-moi te rendre heureuse pour le reste de ta vie. Amélie ferma les yeux, s'autorisant à croire en cette promesse. Oui, oui, je t'épouse. Théodore l'embrassa alors, finalement, après des semaines de tension accumulée. Ce fut un baiser doux au début, presque hésitant, comme si tous deux réapprenaient comment faire cela. Mais rapidement il s'approfondit, des semaines de désir contenu se manifestant. Les mains de Théodore sur sa taille, la tirant contre son corps, fort. Les mains d'Amélie montant sur ses épaules larges jusqu'à ses cheveux, les doigts s'entremêlant dans les mèches sombres. C'était un baiser de promesse, d'engagement, d'amour véritable trouvé quand tous deux avaient perdu espoir. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Théodore posa à nouveau son front contre le sien, souriant d'une façon qui illuminait tout son visage. « 7 ans, chuchota-t-il. 7 ans sans rien ressentir. Et maintenant, je ressens tout. » Amélie sourit aussi, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Nous allons vaincre ça ensemble. Je ne laisserai pas Jacques détruire ce que nous construisons. Et il ne laisserait pas faire. Mais la bataille ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, Jacques attaqua d'une autre manière. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. On disait qu'Amélie avait été la maîtresse de l'oncle de son mari avant de devenir veuve. On disait qu'elle avait fui Valence après avoir volé de l'argent. On disait que les enfants n'étaient même pas ses neveux, mais des enfants illégitimes. Des mensonges cruels conçus pour détruire sa réputation et la forcer à céder à ses demandes. Amélie entendit les chuchotements quand elle alla au village avec Madame Félicie acheter du tissu. Elle vit comment certaines femmes s'écartaient d'elle, comment les conversations s'arrêtaient quand elle passait, comment des regards de jugement la suivaient. Elle retourna au domaine le cœur brisé, des larmes silencieuses coulant sur son visage pendant tout le trajet de retour en charrette. Théodore s'en aperçut immédiatement à son arrivée. « Que s'est-il passé ?» exigea-t-il de savoir. Amélie raconta les rumeurs, comment les gens qui la connaissaient à peine l'avaient déjà jugée et condamnée.
Il détruit ma réputation, Théodore. Personne ne me croira. Tout le monde va penser que je suis une femme sans moralité. La fureur de Théodore était palpable, mais il la contint par amour pour elle. Demain, j'irai au village. Je parlerai au père Auguste, au juge de paix, à tous ceux qu'il faudra. Ils sauront la vérité. Et c'est exactement ce qu'il fit. Le lendemain, Théodore chevaucha jusqu'au village et alla directement à l'église. Le père Auguste le reçut avec inquiétude, il avait déjà entendu les rumeurs aussi. Théodore raconta toute la vérité, sur Jacques, sur les fausses dettes, sur les tactiques d'intimidation. Le prêtre écouta tout avec attention, puis secoua la tête avec indignation. Jacques Mercier a toujours été un homme à la moralité douteuse. J'utiliserai mon sermon de dimanche pour parler du faux témoignage et du jugement précipité. Je ne mentionnerai pas de nom, mais les gens comprendront. Théodore remercia et alla chez le notaire, M. Olivier, qui tenait les registres de la région. Il trouva les actes de mariage et de décès de Joachim Fontaine, confirmant l'histoire d'Amélie. Il demanda des copies certifiées de tout. Ensuite, il alla chez le juge de paix, maître Bernardin, un homme juste qui connaissait Théodore depuis qu'il était enfant. Il exposa la situation complète au juge. Maître Bernardin examina les documents de dette avec un scepticisme croissant. Ces taux d'intérêt sont illégaux. La loi établit une limite maximale. Ici, ils facturent plus de 100%. C'est de l'usure, et l'usure est un crime. Il regarda Théodore avec sérieux. « Je vais émettre un mandat d'enquête. Si nous prouvons que Jacques Mercier utilise des documents frauduleux pour extorsion, il ira en prison. » Théodore sortit de la maison du juge avec un espoir renouvelé. La justice était lente, mais au moins elle était de leur côté. Il rentra au domaine à la tombée de la nuit, trouva Amélie à la cuisine préparant le dîner. Elle se retourna en l'entendant entrer, et il alla droit vers elle, la tirant dans une étreinte serrée. Le juge est de notre côté. Le père Auguste va éclaircir les rumeurs au sermon de dimanche. Nous sommes en train de gagner cette bataille, dit-il contre ses cheveux. Amélie s'autorisa à y croire, s'autorisa à se détendre dans ses bras pour la première fois depuis des jours. « Merci pour tout ce que tu fais. Ne remercie pas, tu ferais la même chose pour moi, » répondit-il, et c'était la vérité absolue. Cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi, après que Madame Félicie se fut retirée, Théodore et Amélie s'assirent sur la terrasse sous les étoiles. Il avait apporté 2 tasses de café, et ils restèrent là dans un silence confortable, appréciant simplement la présence l'un de l'autre. « Raconte-moi plus sur Hélène, » demanda soudain Amélie. « Je veux connaître la femme qui a eu ton cœur avant moi. » Théodore fut surpris par la demande, mais il y avait une sincérité authentique dans la façon dont elle demandait. Ce n'était pas de la jalousie, c'était le désir de comprendre. Hélène était différente de toi à bien des égards. Plus extravertie, plus expansive. Elle illuminait n'importe quel endroit où elle entrait avec des rires et des histoires. Commença-t-il, regardant les étoiles comme s'il voyait le passé écrit en elle. Mais, à d'autres égards, vous vous ressemblez. La force, la gentillesse, la façon dont vous prenez soin des gens. Elle t'aurait aimé, je pense. Amélie sourit doucement. J'espère que oui. J'espère qu'elle approuve que je sois ici. Théodore prit sa main, entrelaçant les doigts. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer une autre personne serait la trahir. Mais le père Auguste m'a dit quelque chose qui est resté avec moi. Il a dit que le cœur n'a pas de capacité limitée. Qu'aimer quelqu'un de nouveau ne diminue pas l'amour que nous ressentons pour ceux que nous avons perdus. Cela ne fait qu'élargir notre capacité d'aimer. Il regarda dans les yeux d'Amélie. J'ai aimé Hélène, avec tout ce que j'avais. Et maintenant je t'aime de la même façon. Ce n'est pas moins, ce n'est pas une compétition. C'est simplement l'amour véritable qui arrive 2 fois dans une vie. Et c'est un cadeau rare. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Amélie maintenant. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi beau. Je t'aime aussi, Théodore. J'aime tout en toi, ta force, ta gentillesse cachée, la façon dont tu t'occupes des enfants sans bruit, comment tu me fais me sentir en sécurité pour la première fois de ma vie.
Ils s'embrassèrent à nouveau, longuement et lentement, sans hâte. C'était un baiser de promesse, d'avenir en construction. Quand ils se séparèrent, Théodore avait une décision claire dans les yeux. « Je ne vais pas attendre que Jacques fasse le prochain pas. Je vais aller le voir, et nous allons régler ça une fois pour toutes. » Amélie se tendit. « Théodore, non, il est dangereux. C'est pour ça. Je ne vais pas laisser cette menace planer sur nous indéfiniment. Je vais le trouver, je vais payer ce qui est juste de la dette s'il y a une dette réelle. Et je vais être clair. S'il s'approche encore de toi, il y aura des conséquences. » Sa voix avait une détermination absolue. « Laisse-moi venir avec toi, » demanda Amélie. « Non, c'est entre lui et moi maintenant. Tu restes ici, en sécurité avec les enfants. »« Fais-moi confiance, » demanda Théodore. Amélie n'aimait pas ça, mais elle savait que lorsqu'il prenait une décision de cette manière, il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis. « D'accord, mais promets que tu reviendras vers moi. »« Je le promets, » dit-il, scellant la promesse par un autre baiser. 2 jours plus tard, Théodore chevaucha jusqu'à Valence, où Jacques avait ses affaires. Il emmena avec lui 2 de ses ouvriers les plus fiables, des hommes forts et loyaux qui n'hésiteraient pas à le défendre si nécessaire. Il emporta aussi les copies certifiées des documents, l'avis de l'avocat et une bourse contenant 3000 francs, la valeur totale de la dette supposée. Il trouva Jacques dans son bureau, une pièce opulente remplie de meubles coûteux et de symboles de richesse. L'homme se leva quand Théodore entra, un faux sourire se formant sur ses lèvres. « Ah, le propriétaire gentleman, vous êtes venu finalement accepter que... » Théodore jeta la bourse d'argent sur la table, l'interrompant. « 3000 francs, la valeur totale que vous prétendez être due. Je paie, non pas parce que je crois que la dette est réelle, mais pour clore ce sujet une fois pour toutes. » Jacques prit la bourse, sentant le poids de l'argent, mais le sourire ne vacilla pas. Quelle générosité! Mais voyez-vous, il y a les intérêts accumulés depuis que j'ai commencé à la chercher. Cela ajoute 1000 francs de plus au total. Théodore se pencha sur la table, la voix basse et dangereuse. « Vous allez accepter cet argent et vous allez disparaître de sa vie. Où je remets toutes ces preuves, il pointa les documents qu'il avait apportés au juge et vous ferez l'objet d'une enquête pour usure et extorsion. Et quand l'enquête commencera, je suis sûr qu'ils trouveront beaucoup d'autres irrégularités dans vos affaires. Les hommes comme vous ont toujours des squelettes dans le placard. » Le sourire de Jacques disparut enfin. « Vous me menacez, je fais une promesse. Laissez Amélie tranquille, arrêtez de répandre des mensonges sur elle, et vous gardez l'argent et votre liberté. Continuez avec ces tactiques, et je vous garantis que d'ici la fin de l'année, vous serez en prison et vos affaires seront ruinées. J'ai des ressources, j'ai des relations, et j'ai la motivation. Ne me testez pas. » L'autorité naturelle de Théodore, cette présence qui faisait se courber les hommes, était en plein effet. Jacques évalua la situation. Il pouvait voir que Théodore ne bluffait pas, et 3000 francs, bien que ce ne fût pas ce qu'il voulait réellement, c'est-à-dire Amélie en mariage forcé pour avoir accès à ce qui restait de l'héritage de sa famille, restait une somme considérable. De plus, si un juge enquêtait vraiment dans ses livres, il trouverait beaucoup de pratiques douteuses. « Très bien, » céda-t-il finalement en prenant l'argent. « Nous considérons la dette acquittée. Et je n'ai plus d'intérêt pour ma nièce. »« Mettez cela par écrit, » exigea Théodore, poussant papier et plume sur la table. « Écrivez que la dette est acquittée, que vous n'avez plus de réclamation contre Amélie Fontaine, et signez devant témoin. » Jacques grommela, mais fit ce qui était demandé, sachant qu'il avait perdu cette bataille. Il écrivit le document, signa, et Théodore appela ses 2 hommes pour témoigner. Il prit le papier, le rangea soigneusement et se tourna pour partir. « Si je découvre que vous êtes revenu près d'elle, que vous avez répandu plus de mensonges, que vous avez tenté quoi que ce soit, je reviens ici. Et la prochaine fois, je ne viendrai pas avec de l'argent. Je viendrai pour vous faire payer d'autres manières. Compris ?» Jacques acquiesça, une colère impuissante brûlant dans ses yeux. « J'ai parfaitement compris. »
Théodore sortit du bureau avec le document qui libérait Amélie, avec la satisfaction d'avoir gagné cette guerre sans violence physique, mais avec force de caractère et des ressources bien utilisées. Il chevaucha vers la maison, le cœur léger, impatient de lui annoncer la nouvelle. Il arriva au domaine en fin d'après-midi le lendemain. Amélie était à la cuisine avec les enfants, apprenant à Richard à faire des biscuits, pendant que Catherine jouait avec de la pâte à pain. Quand elle entendit les sabots du cheval, elle lâcha tout et courut vers la cour. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'ici et voulez voir le dénouement émouvant, laissez votre j'aime maintenant et partagez avec quelqu'un qui aime les histoires d'amour véritables. Théodore mit pied à terre et avant qu'il ne pût dire quoi que ce soit, Amélie se jeta dans ses bras. Il la tint fort, la faisant tourner dans les airs, riant d'une joie sincère qu'il n'avait pas ressentie depuis trop longtemps. « C'est fini. Tout est réglé. Il ne vous dérangera plus jamais, » annonça-t-il en montrant le document. Amélie lut les mots avec des yeux écarquillés, des larmes de soulagement coulant. « C'est vraiment fini? Pour de vrai? Pour de vrai. Tu es libre, Amélie. Libre de vivre, libre d'être heureuse, libre d'être ma femme si tu le veux toujours, dit-il, tenant son visage entre ses mains. Je le veux toujours, je le veux plus que tout, répondit-elle, et elle l'embrassa là, au milieu de la cour, sans se soucier de qui pourrait voir. Les enfants sortirent en courant de la cuisine, ayant entendu l'agitation. Richard et Catherine s'arrêtèrent en voyant les deux adultes enlacés, et des sourires énormes se formèrent sur leurs visages. « Tante Amélie va se marier avec Monsieur Théodore ?» demanda Catherine avec une animation pure. Théodore s'abaissa au niveau des enfants, Amélie à ses côtés. « Oui, je vais le faire, si vous approuvez, parce que ce n'est pas seulement elle que je demande en mariage, c'est vous aussi, je veux que vous soyez ma famille. » Il regarda Richard. « Penses-tu pouvoir me supporter comme oncle ?» Richard, qui avait été si silencieux et effrayé à son arrivée, sourit largement. « Oui, je peux, monsieur. »« Vous êtes gentil. Et toi, petite ?» demanda Théodore à Catherine. « Veux-tu habiter ici pour toujours avec tante Amélie et moi ?»« Je veux !» s'exclama la fillette, se jetant dans ses bras avec une confiance qu'elle n'avait pas à son arrivée. « Et je peux vous appeler oncle Théodore ?» Théodore sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Oui, tu peux. Ce serait un honneur. » Madame Félicie observait tout depuis la terrasse, essuyant des larmes de bonheur avec son tablier. La maison, qui avait été un tombeau silencieux pendant 7 ans, renaissait enfin. Il y avait du bruit d'enfants, il y avait des rires, il y avait de l'amour. Hélène aurait approuvé, elle en était sûre. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Le père Auguste fut enchanté par la nouvelle, insistant pour célébrer la cérémonie personnellement. Madame Félicie assuma la mission d'aider Amélie à choisir le tissu pour la robe de mariée, tâche qu'elle exécuta avec un enthousiasme maternel. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et les rumeurs malveillantes que Jacques avait répandues furent remplacées par une histoire bien plus belle. Le propriétaire le plus sévère de la région, l'homme que personne ne pensait voir aimer à nouveau, avait retrouvé le bonheur. C'était une histoire de rédemption, de seconde chance, du genre que les gens adorent raconter et raconter encore. Le mariage fut fixé 1 mois plus tard, temps suffisant pour tout préparer, mais pas tant que l'anxiété devienne insupportable. Théodore rénova complètement la chambre, qui serait la leur, installa de nouveaux meubles, fit venir des tissus fins d'Aix-en-Provence. Il transforma une des grandes chambres en chambre pour les enfants, avec 2 beaux lits, une commode spacieuse et même un tapis moelleux au sol. Richard et Catherine s'épanouissaient. Richard avait commencé à l'école du village et montrait une intelligence vive, surtout en mathématiques. Catherine, plus jeune, passait ses journées à aider Amélie à la cuisine, jouant dans la cour avec les poules, racontant des histoires aux veaux. La tristesse de la perte de leur mère était toujours là. Elle le serait toujours, mais elle était adoucie par l'amour et la sécurité qu'ils avaient trouvés au domaine. Une semaine avant le mariage,
Théodore emmena Amélie de nouveau à ce point élevé où ils avaient vu le coucher du soleil des mois auparavant. Cette fois, il avait préparé une surprise. Il avait fait construire un petit belvédère à cet endroit, une structure simple en bois avec un banc protégé par un toit de chaume tourné vers la vue des montagnes. Quand Amélie vit cela, elle porta les mains à sa bouche. « Théodore, qu'est-ce que c'est ?»« C'est notre endroit, » expliqua-t-il, l'aidant à descendre de cheval. « J'ai pensé que nous avions besoin d'un espace juste à nous, où nous pourrons venir quand la vie deviendra trop lourde, quand nous aurons besoin de nous rappeler ce que nous avons conquis ensemble. » Il pointa une plaque de bois sculptée clouée au belvédère. Elle portait leur nom et la date, Théodore et Amélie, 1908, où tout a recommencé. Amélie pleura d'émotion, l'étreignant avec force. « C'est parfait. Tu es parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme plein de défauts qui a eu une chance absurde que tu apparaisses dans ma vie, » corrigea-t-il, embrassant son front. « Mais je passerai le reste de ma vie à essayer de te mériter. Tu me mérites déjà. Tu mérites tout le bonheur du monde, » dit-elle, et elle l'embrassa tandis que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs derrière les montagnes. Le jour du mariage se leva ensoleillé et chaud, typique d'un mois de juillet en Provence. La petite église du village était décorée de fleurs sauvages, que les femmes du village avaient cueillies et arrangées avec soin. Pratiquement toute la population vint, voulant être témoin de ce moment historique. Amélie descendit l'allée de l'église, au bras de maître Évariste, l'avocat qui avait accepté de la donner en mariage en l'absence de famille. La robe était simple, en coton blanc, avec des détails délicats de dentelle que Madame Félicie avait brodé personnellement. Les cheveux lâchés tombaient en ondes dans son dos, des fleurs sauvages entrelacées formant une couronne naturelle. Théodore était à l'autel, attendant, et quand il la vit entrer, ses yeux s'emplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Elle était la femme la plus belle qu'il eût jamais vue, non par les vêtements ou les parures, mais par la lumière qu'elle irradiait de l'intérieur. C'était le bonheur pur, se manifestant physiquement. Le père Auguste conduisit la cérémonie d'une voix émue. Il parla de seconde chance, de comment l'amour véritable peut arriver plus d'une fois dans une vie, de comment la douleur du passé ne doit pas définir l'avenir. Quand arriva le moment des vœux, Théodore prit les mains d'Amélie et parla d'une voix ferme. « Amélie, quand tu es arrivée dans ma vie, j'étais mort à l'intérieur. J'avais oublié ce qu'était ressentir la joie, ce qu'était avoir de l'espoir. Tu m'as ramené, avec ta force silencieuse et ton cœur généreux. Je promets de passer chaque jour du reste de ma vie à te rendre heureuse, à te protéger toi et les enfants, à construire le bel avenir que nous méritons tous les deux. Je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer à nouveau. Tu es mon recommencement, ma rédemption, mon bonheur, et je suis à toi pour toujours. » Amélie essuya les larmes qui coulaient librement, serrant ses mains avec force. « Théodore, tu m'as montré qu'il est possible de faire confiance à nouveau après avoir été blessé. Tu m'as montré que la gentillesse et la force peuvent exister chez la même personne. Tu m'as donné un foyer quand je n'avais rien. Tu m'as donné la sécurité quand j'avais peur. Tu m'as donné de l'amour quand je croyais que je ne serais plus jamais aimé. Je promets de marcher à tes côtés pour le reste de ma vie, dans les jours faciles et les difficiles, en t'aimant avec tout ce que je suis. Tu es mon port d'attache, mon amour véritable, ma maison. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. Les mots étaient simples, mais chargés d'une vérité si profonde qu'elle touchait tout le monde. Le père Auguste souriait en prononçant les bénédictions finales. « Par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Théodore, vous pouvez embrasser votre épouse. » Et Théodore l'embrassa, longuement et profondément, sans se soucier de l'assistance. C'était un baiser de promesse tenue, d'avenir garanti, d'amour qui avait surmonté la douleur, la peur et les menaces pour enfin fleurir complètement. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient radieux, et l'église explosa en applaudissements et célébrations.
Richard et Catherine, assis au premier rang avec Madame Félicie, coururent pour embrasser les deux. « Maintenant, nous sommes une vraie famille », s'exclama Catherine avec la joie pure d'un enfant. « Nous l'avons toujours été, petite », dit Théodore, la prenant dans ses bras. « Mais maintenant, c'est officiel. » La fête eut lieu dans la cour du domaine, qui avait été transformée pour l'occasion. De longues tables avec des nappes blanches, de la nourriture abondante que les femmes du village avaient aidé à préparer, de la musique de violon et d'accordéon jouée par les musiciens locaux. Il y avait des rires, des danses, des histoires racontées et racontées encore. Théodore et Amélie dansèrent la première danse, bougeant maladroitement au son de la musique, trébuchant sur les pieds l'un de l'autre, riant comme des adolescents amoureux. « Nous n'étions pas de bons danseurs, même avant tout ça, » plaisanta Théodore. « Alors nous sommes parfaitement assortis, » répondit Amélie, posant sa tête sur son torse. Madame Félicie observait tout avec une satisfaction maternelle. Elle s'approcha du père Auguste, qui observait aussi le couple avec un sourire. « Elle aurait approuvé, » dit la gouvernante. Hélène aurait complètement approuvé. Le prêtre acquiesça. Les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles sans douleur. Ce sont celles où la douleur a été surmontée, où deux personnes brisées ont trouvé la guérison l'une dans l'autre. C'est ce qui rend leur amour si spécial. La fête dura jusque tard dans la nuit. Et quand finalement les invités commencèrent à partir, faisant leurs adieux avec des bénédictions et des vœux de bonheur, Théodore et Amélie restèrent seuls dans la cour éclairée par les lanternes. Les enfants avaient déjà été emmenés dormir par Félicie. « Madame Vasseur », dit Théodore, essayant le nom. « Comment cela sonne-t-il » Amélie sourit, ce sourire lumineux qui avait le pouvoir d'éclairer tout son visage. « Cela sonne comme un foyer. Cela sonne comme le bonheur, cela sonne comme tout ce que j'ai toujours voulu, mais que je ne savais pas que je pouvais avoir. » Il la prit dans ses bras, la faisant crier de surprise et rire. « Théodore, que fais-tu ? Je porte mon épouse à travers la porte, comme le veut la tradition, expliqua-t-il, marchant vers la grande maison. Mais nous sommes entrés et sortis de cette porte 1000 fois, mais pas comme mari et femme. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui est le premier jour du reste de nos vies, dit-il avec un sérieux qui contrastait avec le geste romantique. Amélie enlaça son cou, embrassant sa mâchoire. « Je t'aime tant, Théodore Vasseur, tant que parfois cela fait peur. Je t'aime aussi. Et tu n'as plus besoin d'avoir peur, jamais. Je suis là, je serai toujours là, promit-il, franchissant le seuil de la porte et entrant dans la maison qui était maintenant véritablement la leur. Les mois qui suivirent furent une douce adaptation à la nouvelle vie. Amélie n'était plus la cuisinière, elle était la maîtresse du domaine, bien qu'elle insistât pour continuer à cuisiner parce qu'elle aimait cela. Théodore engagea une autre fille du village pour aider aux travaux les plus lourds, mais la cuisine restait le domaine d'Amélie. Elle assuma aussi d'autres responsabilités, aidant Théodore avec l'administration, traitant avec les fournisseurs, organisant la maison. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les chiffres et la gestion, des compétences que Joachim ne l'avait jamais laissé développer. Théodore, au contraire, valorisait ses opinions et demandait fréquemment son conseil sur des décisions importantes. Les enfants prospéraient. Richard montrait de plus en plus d'intérêt pour le travail du domaine, suivant Théodore dans les vignes, posant des questions interminables sur la plantation, la récolte, la gestion. Théodore avait une patience infinie avec le garçon, lui enseignant tout ce qu'il savait, le traitant comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Catherine était devenue l'ombre d'Amélie, aidant à la cuisine, apprenant des recettes, remplissant la maison d'un bavardage joyeux qui contrastait magnifiquement avec les années de silence. La fillette avait aussi adopté le charroux des écuries, qui dormait maintenant au pied de son lit chaque nuit. Un an après le mariage, en juillet 1909, Théodore et Amélie firent quelque chose de symbolique et important. Ils allèrent ensemble au cimetière du domaine, sur la tombe d'Hélène. Amélie portait des fleurs fraîches, et ils restèrent là tous les deux, mains entrelacées.
Hélène, commença Théodore d'une voix douce, je veux te présenter mon épouse. C'est une femme incroyable, forte, gentille, tout ce que tu aurais aimé chez une amie, et je veux te remercier. Remercier pour le temps que nous avons eu ensemble, pour l'amour que nous avons partagé, pour m'avoir appris ce qu'est aimer vraiment. Cet amour m'a permis de le reconnaître quand je l'ai trouvé de nouveau. Il regarda Amélie. Elle sait que tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur, et elle n'en est pas jalouse, parce que notre amour est assez grand pour honorer le passé tout en construisant l'avenir. Amélie posa les fleurs sur la tombe avec soin. Merci de l'avoir si bien aimé. Merci d'avoir fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Je prendrai soin de lui, je le promets, et je garderai ta mémoire vivante dans cette maison, non avec tristesse, mais avec gratitude que tu aies existé. Quand ils sortirent du cimetière, tous deux ressentirent une paix profonde. Il n'y avait plus de culpabilité, il n'y avait plus de sentiment de trahison. Il y avait seulement l'acceptation que la vie continue, que l'amour peut exister sous de multiples formes, qu'honorer ce que nous perdons ne signifie pas arrêter de vivre. Les années passèrent dans un bonheur croissant. Le domaine prospérait sous l'administration conjointe de Théodore et Amélie. Ils mirent en œuvre des améliorations, traitèrent les ouvriers avec justice et générosité, devinrent respectés non seulement pour leur richesse, mais pour leur caractère. Richard grandit et à 16 ans travaillait déjà côte à côte avec Théodore comme associé junior du domaine. Le garçon timide et effrayé était devenu un jeune homme confiant, intelligent, travailleur. Il appelait Théodore « oncle », mais le voyait comme un père dans tous les sens qui importaient. Catherine devint une jeune femme belle et joyeuse, héritière du talent culinaire d'Amélie et de son cœur généreux. À 14 ans, elle parlait déjà d'étudier pour être institutrice, voulait enseigner aux enfants, voulait faire une différence dans le monde. 5 ans après le mariage, en 1913, Théodore et Amélie étaient au belvédère qu'il avait construit, observant le coucher du soleil comme ils le faisaient fréquemment. C'était leur rituel, un moment sacré de connexion. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Amélie soudainement, la tête appuyée sur son épaule. Théodore réfléchit un instant. « Je regrette les 7 années que j'ai gaspillées dans la solitude quand j'aurais pu commencer à vivre avant. Mais alors peut-être que si j'avais commencé avant, je n'aurais pas été prêt quand tu es arrivé. Peut-être avons-nous besoin du temps dans le désert pour apprécier l'oasis. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Et toi? Tu regrettes? Rien. Même pas les moments difficiles, car tous m'ont amené jusqu'ici. »« Jusqu'à toi, » répondit-elle. « Sais-tu ce que j'ai réalisé? La douleur ne disparaît pas complètement. Je ressens encore le manque de ma sœur. Je me souviens encore du mariage difficile que j'ai eu. Mais maintenant, ces souvenirs ne me définissent plus. Ils sont juste une partie de mon histoire, pas l'histoire entière. » Théodore tint sa main, entrelaçant les doigts. « Exactement. J'aime encore Hélène. Je l'aimerai toujours. Mais cela ne diminue en rien ce que je ressens pour toi. Ce sont des amours différents, à des moments différents de la vie. Et les deux sont vrais. » Ils restèrent en silence, observant le ciel changer de couleur. Amélie brisa le silence d'une voix douce. « Penses-tu que nous aurons cette vue pour le reste de la vie? Penses-tu que l'amour ainsi, fort et vrai, dure pour toujours ?» Théodore l'attira plus près. « Il durera le temps que nous choisirons de le faire durer. L'amour n'est pas seulement un sentiment qui arrive, c'est un choix que nous faisons chaque jour. Choisir d'être présent, choisir d'écouter, choisir de pardonner, choisir de recommencer quand c'est nécessaire. Tant que nous continuerons de nous choisir l'un l'autre, cela durera pour toujours. Alors, je te choisis. Aujourd'hui et tous les jours à venir, » dit Amélie, se tournant pour l'embrasser, « et je te choisis, toujours, » répondit-il contre ses lèvres. Le soleil se coucha complètement, peignant le ciel d'un violet profond parsemé d'étoiles commençant à apparaître. Dans la vallée en bas, les lumières du domaine Sainte-Hélène brillaient chaudes et accueillantes. De la fumée montait des cheminées. Des voix de travailleurs rentrant de leur journée résonnaient au loin.
Des rires de Richard et Catherine parvenaient de quelque part près de la maison. C'était le son de la vie, de la famille, du foyer. Théodore et Amélie descendirent du belvédère main dans la main, marchant lentement sur le sentier déjà familier. Ils n'étaient pas pressés. Ils avaient le reste de leur vie. Quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent Richard apprenant à Catherine à jouer de la guitare sur la terrasse, un talent qu'il avait découvert récemment. Madame Félicie terminait de dresser la table pour le dîner, chantonnant doucement. Le charroux dormait enroulé sur une chaise. Tout était commun, ordinaire, parfaitement normal. Et c'était parfait exactement pour cela. Amélie s'arrêta un moment avant d'entrer, observant la scène. Théodore le remarqua et demanda « Qu'y a-t-il ? Je garde juste ce moment en mémoire. Je veux me rappeler exactement à quoi ressemble le bonheur », expliqua-t-elle, les yeux brillants. Théodore l'enlaça par derrière, le menton appuyé sur son épaule. Il y aura des milliers de moments comme ça. Ce n'est que la première de nombreuses soirées parfaites. Et il eut raison. Les années continuèrent d'apporter leur mélange de joie et de défis, comme la vie l'apporte toujours. Il y eut de mauvaises récoltes et d'excellentes récoltes. Il y eut des maladies et des guérisons. Il y eut des adieux quand Madame Félicie décéda paisiblement à 70 ans et de nouvelles bienvenues quand Richard épousa une fille du village voisin et l'amena vivre au domaine. Mais à travers tout, Théodore et Amélie restèrent unis. Leurs mains se cherchaient automatiquement durant les moments difficiles. Leurs yeux se rencontraient à travers des pièces pleines, conversations silencieuses que personne d'autre ne comprenait. Leurs rires se mêlaient durant les dîners en famille qui devinrent plus bruyants et chaotiques à mesure que la famille s'agrandissait. Catherine devint finalement institutrice, comme elle en rêvait, ouvrant une petite école au village où elle enseignait aux enfants des ouvriers. Richard assuma de plus en plus de responsabilités au domaine, permettant à Théodore de ralentir le rythme, chose qu'il accepta avec la surprise de voir qu'il ne s'importait pas de vieillir quand il avait une si bonne compagnie. 10 ans après le mariage, en 1918, Théodore se réveilla tôt comme toujours, mais cette fois il ne sortit pas immédiatement pour travailler. Il resta allongé à observer Amélie dormir, les cheveux épars sur l'oreiller, la respiration douce et régulière, une expression paisible sur le visage. Elle avait quelques rides maintenant, marque d'avoir beaucoup ri et vécu pleinement. Il avait plus de cheveux gris, un corps pas aussi fort qu'il l'était d'habitude. Mais cela n'importait pas. C'étaient des marques de vie partagées, de temps passé avec la bonne personne. Amélie ouvrit les yeux doucement, le trouvant en train de l'observer. « Bonjour », chuchota-t-elle d'une voix rauque de sommeil. « Bonjour, amour de ma vie », répondit-il, embrassant son front. « Pourquoi es-tu réveillé? Il fait encore noir dehors. Je pensais juste à quel point je suis chanceux, comment ma vie aurait pu être si différente si tu n'étais pas apparu par cet après-midi de mars, il y a 10 ans, confessa-t-il. Amélie se blottit plus près. Ce n'était pas de la chance. C'était le destin. Nous étions destinés à nous rencontrer, à nous sauver l'un l'autre. Tu crois à ça? Au destin? Demanda-t-il. Je crois que certaines personnes naissent pour se rencontrer, que l'univers conspire pour réunir des âmes qui se complètent. Et toi et moi, nous sommes ainsi. Deux moitiés qui étaient perdues jusqu'à ce qu'elles se trouvent, dit-elle avec conviction. Théodore la serra plus fort. Alors je suis reconnaissant au destin, à l'univers, à Dieu, à n'importe quelle force qui t'a amené jusqu'à moi. Parce que tu ne m'as pas sauvé seulement de la solitude. Tu m'as sauvé de moi-même. Et toi, tu m'as sauvé de la peur. Tu m'as appris qu'il est possible de faire confiance, qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible d'aimer sans se perdre dans le processus, répondit Amélie. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, illuminant la chambre à travers les rideaux de dentelle. Ils entendirent les sons du domaine s'éveiller, les coqs chanter, les vaches emmenées à la traite, les voix des travailleurs commençant la journée. C'était la symphonie familière qui avait bercé leur matin depuis une décennie. Finalement, ils se levèrent,
commencèrent une journée de plus. Mais c'était une journée imprégnée d'une gratitude profonde pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce n'était pas une vie parfaite, parce qu'une vie parfaite n'existe pas. Mais c'était une vie pleine d'amour véritable, et c'était plus que suffisant. Des années plus tard, quand tous deux étaient déjà âgés, les cheveux complètement blancs, les corps marqués par le temps mais les esprits encore vibrants, ils retournèrent au belvédère. Il était un peu usé par le temps, le bois nécessitant des réparations, mais encore solide. Richard avait proposé d'en construire un nouveau, plus beau, mais Théodore refusa. Il aimait celui-ci exactement comme il était, chargé de souvenirs. Ils s'assirent sur le banc, regardant la vue qu'ils avaient contemplée des centaines de fois. Les montagnes étaient les mêmes, les vignes s'étendaient encore à perte de vue, le ciel peignait encore des chefs-d'œuvre au crépuscule. Mais eux avaient changé. Ils étaient plus sages, plus fatigués, plus complets. Cela en valait la peine, dit soudain Amélie. Tout. La douleur qui nous a amenés jusqu'ici, les défis que nous avons affrontés, les peurs que nous avons surmontées. Cela valait chaque instant parce que cela nous a apporté cette vie. Théodore embrassa sa main ridée, un geste qu'il avait fait 1000 fois mais qui ne perdait jamais de sa signification. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mieux même que ce que je méritais. Ne dis pas ça, tu mérites tout l'amour du monde, protesta-t-elle. Alors j'ai de la chance d'avoir trouvé tout ce que je méritais en toi, répondit-il. Le soleil se couchait dans une gloire dorée, dernière représentation de la journée. Et tandis que les couleurs explosaient à l'horizon, Théodore et Amélie restèrent là, mains entrelacées, épaules contre épaules, cœurs battant en synchronie. C'étaient des survivants. De pertes dévastatrices, de douleurs profondes, de peurs paralysantes, mais plus que des survivants, c'étaient des victorieux. Ils avaient vaincu la solitude par la compagnie, la peur par le courage, le désespoir par l'espoir. Ils avaient prouvé que l'amour véritable ne connaît pas d'âge, ne connaît pas de barrières sociales, n'est pas diminué par les amours passés, qu'il est possible d'aimer profondément plus d'une fois dans une vie, que les cicatrices n'empêchent pas les nouveaux départs, que le cœur humain a une capacité infinie à recommencer quand il trouve la bonne personne. L'histoire de Théodore et Amélie devint une légende dans la région. Les gens racontaient à leurs enfants et petits-enfants l'histoire du propriétaire sévère qui avait rancu par l'amour d'une femme résiliente. Comment deux cœurs brisés s'étaient guéris mutuellement. Comment le véritable amour vient parfois déguisé en seconde chance. Et quand tous deux finirent par partir, bien des années après cet après-midi doré au belvédère, ils partirent ensemble, à seulement quelques mois d'intervalle. Ils furent enterrés côte à côte dans le petit cimetière du domaine, non loin de là où Hélène reposait sous l'olivier. Et il n'y avait pas de tristesse à cela, car ils avaient vécu pleinement, aimé complètement, et laissé un héritage d'espoir à tous ceux qui connurent leur histoire. Leur amour prouvait quelque chose de fondamental, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la douleur du passé ne doit pas définir l'avenir, que la vulnérabilité partagée crée des liens plus forts que les murs protecteurs. Théodore avait laissé Amélie pleurer sur son épaule par cet après-midi lointain d'avril, et par ce simple geste de s'autoriser à être vulnérable, d'offrir du réconfort quand lui-même apprenait encore à ressentir de nouveau. Et il avait planté la graine de l'amour le plus beau qu'il ait jamais connu. Et Amélie, en acceptant ce réconfort, en s'autorisant à faire confiance à cet homme sévère qui cachait une bonté profonde sous des couches de protection, avait trouvé non seulement un foyer pour elle et les enfants, mais un véritable partenaire, un amour véritable, une vie qu'elle n'avait jamais imaginé possible. C'était la plus belle histoire d'amour entre le propriétaire veuf sévère et la seule femme qu'il laissa pleurer sur son épaule. C'était une histoire de guérison mutuelle, de seconde chance, d'amour qui transcende la douleur et la peur pour fleurir en quelque chose d'éternel. Et par les nuits tranquilles, quand le vent souffle doucement à travers les vignes du domaine Sainte-Hélène, on dit qu'on peut encore entendre des échos de rire, des chuchotements d'amour.
des sons d'une vie vécue pleinement. Parce que l'amour véritable ne meurt jamais vraiment, il se transforme simplement, devenant partie de la terre, de la mémoire, de l'espoir de tous ceux qui cherchent leur propre seconde chance.